France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi. C'est le grand forum qui débute ainsi et ce jusque 18h30 avec le grand plaisir de vous retrouver jusque 18h30. Après 18h, nous parlerons de l'éphéméride des principaux événements qui ont marqué cette date du 7 novembre avec l'ami Amar. Bien sûr, tout à l'heure, de télé, il en sera question. De sport avec la formidable victoire, le réveil de Paris hier soir. 4-0 quand même, face à Rennes. C'était un beau match et une belle soirée hier soir en tout cas. Et puis nous terminerons cette émission avec un coup de cœur musical. C'est Fellows El Quds, justement ce qui nous emmène à vous parler de ce qui se passe en Palestine et personne n'en parle. Et pourtant les autorités palestiniennes, écoutez bien, les autorités palestiniennes ont tenté d'expulser des habitants d'un village à côté de Bethléem. Ça s'est passé la semaine dernière. Ils se comportent ainsi comme les autorités occupantes, les autorités israéliennes, pour y installer une usine de ciment. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Abir Ahmad, qui est une grande militante évidemment et palestinienne d'ailleurs elle-même, pour nous faire part de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et apparemment on parlerait d'un assaut qui est donc a raté la semaine dernière et qui pourrait être retenté cette semaine. Donc on parlera de cette information très importante à 17h tout à l'heure. Elle sera notre invitée à Biraman. Aujourd'hui, parmi ceux qui vont nous accompagner, les chroniqueurs, monsieur Ousmane Timera qui est avec nous. On le salue. Salut Ousmane. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas Ousmane? Bah écoutez, je suis vivant. Ouais, bon, très bien. Alors, tu sais que j'ai reçu pas mal de, Mais la vie est la vie du cœur. j'ai reçu pas mal de courriers, mon ami Ousmane. Ah bon? Ah oui. De courriers par rapport à ta prestation avec Asselineau. Ah ouais? Ouais, on t'a trouvé extrêmement agressif. Ah bon? Oui. Tiens. Bon. C'est étrange, on en parlera sans doute. Ouais, absolument. Monsieur Islam Saïli, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah écoute bien, bien, tranquille. Et puis on attend le troisième. Il est en bécane, j'espère qu'il est pas tombé. Je disais bien qu'il y avait Bah oui, Yasser Louati, il est où Yasser Louati? Hein? Bon. On l'attend en tout cas, il devrait pas tarder les à stars arriver. se font attendre. Ah, Oui, c'est ça. c'est pas gentil pour nous, mais c'est pas grave. J'ai dit c'est pas gentil pour nous, mais bon, Ouais, c'est mais pas moi grave. ça me dérange pas de pas être une star, hein, c'est bien. Ah ok, tu veux pas briller toi? Non, c'est bon. Ou dans le noir peut-être. Hein? Dans le noir, non? Mais de toute façon, la lumière n'existe que dans le noir. Ouais. Pourquoi que non? J'ai rien dit du tout. Ouais. Ça veut rien dire. Ouais. Tu commences comme ça la semaine. Ah bah, Oui, je pars Ousmane. en cacahuète. Ouais. Alors, dans l'actualité d'abord, avant de parler de l'actualité, votre avis tranché, monsieur Timera? L'avis tranché. Alors, il y a un avis tranché sur ce qui se passe en Turquie en ce moment. Très bien. Pour une fois, je vais pas être tendre avec Erdogan. Ouais. Et voilà. Moi, ça sera sur un petit argenteuiller, un jeune argenteuiller qui s'appelle Malek. Malek, très bien. On verra ce qu'il fait donc tout à l'heure. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler, messieurs, tout d'abord revenir sur le discours du roi Mohamed VI hier à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche Verte. Un discours royal du 6 novembre prononcé, et c'est une première d'ailleurs, depuis un pays étranger, depuis Dakar, où le roi Mohamed VI a entamé donc une visite officielle au Sénégal. Dans cette allocution, le souverain appelle notamment le futur gouvernement marocain à considérer l'Afrique comme une priorité dans son programme. Ça devrait vous interpeller, monsieur Timera. Parce que l'Afrique de l'Ouest, notamment. Il veut collaborer notamment avec... Ah non, on est en pays France d'Afrique de Maghreb l'Ouest. 2, dirait l'autre. Oui, bien sûr, ça m'interpelle beaucoup. Bon, évidemment, on en reparlera donc tout à l'heure. Et puis on parlera aussi, bien sûr, de la bataille qui continue contre Daesh en Irak et en Syrie. Il se poursuit donc en Irak. Les forces irakiennes ont repris ce matin la dernière localité importante au sud de Mossoul. Et puis en Syrie, l'offensive sur Raqqa a débuté ce week-end. Deux objectifs, donc à la fois, c'est un pari un peu risqué. C'est ce que dit en tout cas Alain Rodier, qui est un expert en sécurité internationale. On en parlera avec vous, bien sûr, de tous ces sujets, sans oublier le j'aime ou j'aime pas. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour votre grand forum avec, n'oubliez pas, à 17h, Abir Ahmad. On va parler de ce qui se passe en Palestine. Les autorités palestiniennes donc qui tentent d'expulser des habitants d'un village à côté de Bethléem pour y installer une usine de ciment. Et apparemment tout cela se ferait avec la complicité de l'armée israélienne. Incroyable, et pourtant c'est véridique. On en reparlera donc tout à l'heure à partir de 17h. Pour l'heure, c'est le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il fallait pas rater, évidemment. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Et on commence le zapping par un témoignage bouleversant, celui d'une jeune fille âgée aujourd'hui de 16 ans qui a d'ailleurs sorti un livre sur le harcèlement à l'école dont elle a été victime pendant plus de 2 ans. Elle raconte, écoutez, c'est bouleversant. Presque depuis le premier jour, on a commencé à me faire des remarques. Et puis il y a eu la première insulte, sale castor.
Parce que j'avais les dents en avant. Et ils me trouvaient laide. Je me suis défendue, je les ai insultés aussi. Je voulais pas me laisser faire. Mais ils ont été finalement plus forts. Oui, parce qu'après, c'était plus une personne, ça a été 3 personnes, puis une classe entière. C'était 15 à 20 personnes qui me frappaient tous les jours. Dès que je faisais un geste, tout le monde m'insultait, ou tout le monde faisait semblant de vomir, ou je me prenais un coup. Ne serait-ce que, je sais pas, je n'osais même plus bouger un bras, je levais plus la main en classe, je parlais plus. Le moindre geste était un danger. La classe était réunie en un seul groupe et le seul moyen d'avoir des amis, c'était de me frapper en fait. Plus on me frappait, plus on était bien vu. Il n'y a pas d'humanité dans ton groupe. Non, j'étais pas un être humain à leurs yeux. J'étais juste une sale pute qu'il fallait frapper. On me disait pends-toi, suicide-toi. On me disait qu'à ma place, avec ma tête, eux, ils seraient montés sur le toit du collège et ils se seraient jetés dans le vide. Et à un moment donné, t'as presque un passage à l'acte. À la fin de la 6e, oui, je suis allée sur mon balcon et j'ai voulu me jeter dans le vide. Qu'est-ce qui te retient? Les vacances d'été sont dans quelques semaines et je me suis dit que j'allais tenir. J'ai tout caché à ma famille. Pour moi, j'étais coupable. J'avais honte et je pouvais pas en parler. Coupable de quoi? Je me sentais coupable de ne pas pouvoir me défendre. Et en quelque sorte, je me suis dissociée. Et c'était comme si c'était plus moi qui étais frappée en fait. J'ai vu un enfant dans la rue en train d'être frappé. Et je me suis vue en train d'être frappée en fait. C'est de voir quelqu'un d'autre. Ça m'a fait d'un seul coup réaliser que c'était pas de ma faute, que personne méritait ça. Je suis allée parler à ma mère ensuite, un soir. Je lui ai dit, maman, j'ai été harcelée au collège. Et on est allé porter plainte. En écrivant, j'ai réussi à retrouver la vie. Et c'est en écrivant justement que j'ai pu donner un sens à ce qui m'est arrivé et qu'aujourd'hui j'aimerais dire à toutes les victimes de parler. Parce que personne ne doit se sentir coupable de ça, personne ne peut mériter ça, et il y a une vie après le harcèlement. Voilà pour ce témoignage bouleversant. On enchaîne dans ce zapping avec celle qui a été récompensée par le Goncourt la semaine dernière, la franco-marocaine Leïla Slimani. Très critique envers la législation marocaine. Écoutez. D'abord que la législation au Maroc est complètement moyenâgeuse, complètement déconnectée de la réalité, puisque au Maroc il y a quand même une espèce de dualité entre des normes qui sont complètement anciennes, qui interdisent les relations sexuelles hors mariage, qui interdisent l'homosexualité, qui pénalisent l'adultère, et des pratiques qui sont complètement à l'inverse de ces normes, puisque il faut pas être hypocrite. Tout le monde sait très bien que tous les Marocains ont une vie sexuelle hors du mariage, et c'est tout à fait normal qu'il existe des homosexuels, et on maintient cette espèce de dichotomie, on maintient ce fossé parce que ça arrange le système, ça arrange certains, que je pense que l'humiliation du citoyen au quotidien et le fait de le maintenir sous cette espèce de chape de plomb, elle favorise aussi un système politique qui est celui de la hogra qui est l'humiliation, l'indignité, l'abus de pouvoir, et je pense que voilà, qu'il est temps aussi que les citoyens prennent ça en main, se rebellent contre ça, que à mon avis ça n'a aucun rapport avec la religion, parce que vous pouvez parler avec beaucoup d'imams, beaucoup de théologiens extrêmement éclairés qui vous expliqueront que ça n'a aucun rapport. Et voilà, la question, c'est la question des droits de l'homme, la question des droits sexuels, de la dignité, et en particulier de la dignité du corps de la femme. Et voilà, imaginez une femme qui ne soit à personne, qui ne soit ni une sœur, ni une mère, ni une épouse, mais une femme, un individu à part entière. Libre. Voilà, libre. Jean-Luc Mélenchon, invité de l'émission de Karine Le Marchand sur M6 hier soir, qui nous parle de son père et qui commet une petite gaffe à propos de l'animatrice. Écoutez. Son avis comptait immensément pour moi. Puis unique, hein, Marilyn, quand même. Oui, c'est sûr. Tout le monde connaît ça. Vous avez une relation. Non, mon père, je l'ai pas connu. Ah, vous l'avez pas C'est une connu. boulette de Jean-Luc. Non, c'est pas vrai, je l'assume complètement. C'est pas de votre faute. Non, mais. Non. Je suis désolé pour vous parce il y a que 30 ans. c'est l'histoire. Il est tout gêné maintenant. Oui. Non, je le vis très bien.
Autre invité de cette émission, et visiblement il y a un public pour ce genre d'émission qui réduit la politique à un niveau zéro. Et en voici une preuve d'ailleurs avec François Fillon. Non, on ne parle pas d'insécurité, on ne parle pas d'économie, de chômage avec Karel Marchand, on parle de l'aspect physique du candidat. Écoutez plutôt pour finir ce zapping. Je peux parler d'un sujet qui fâche. Vos sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont des sourcils? Mais vos sourcils ont une vie autonome. Je me regarde pas. Hein. Oh, c'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous vous regardez pas? Je suis la seule à vous parler de vos sourcils au monde. Je parle pas tant que ça. Hein. Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu? J'aime bien les choses naturelles. Voilà. Bon, on ne parlera pas de votre sous de bras, d'accord. Ah ben, parmi les personnalités dont je Oui, m'inspire, j'arrive à vous faire marrer, hein. il y en a plusieurs qui avaient la même caractéristique, n'est-ce pas? Qui? Georges Pompidou. Et il est sans doute celui qui a fait le plus de choses pour le pays. Voilà, enfin, c'est un bel exemple. Sauf qu'à l'époque, les journalistes n'auraient jamais osé lui parler de ses sourcils. Non, ça c'est vrai. Politique niveau zéro, on peut le dire, avec cette émission, et pourtant ça cartonne. Bon, le pire c'est que les politiques répondent présent. Allez, dans un instant, recueillir peut-être vos avis sur ce zapping, Ousmane et Islam, vos avis tranchés, puis on parlera évidemment de ce discours prononcé par le roi Mohamed VI, un discours, et c'est pour la première fois d'ailleurs, qui a été prononcé à l'étranger, à Dakar, au Sénégal. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Islam Seili, avec monsieur Ousmane Timéra, mais aussi avec Yasser Louati. Il est arrivé un petit peu en retard, mais il est arrivé. Enfin. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire, Yasser? Les stars se font attendre? C'est qui la star? Bah c'est toi. Absolument pas, la preuve je suis en retard. Bah oui, non, on dit toujours Justement, ça. Les stars se font toujours attendre. Voilà. Regarde-le comment il se la raconte avec son retard. Ouais, t'as vu un peu. Ah, bien. Ça va, Yasser? Ouais, très bien et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Tiens, j'ai vu que vous savez que les policiers sont en colère en ce moment, ils manifestent un peu partout. Nous aussi, tiens. Et apparemment, il y avait des slogans un peu limites quand même qui sont apparus, notamment du côté de Lyon, en disant nous sommes chez nous. Non, Les mais- policiers qui crient nous sommes chez nous dans les rues. Mais est-ce qu'ils ont pas un de leurs leaders qui est un ancien policier encarté au Front National? Je sais pas, je pose la question. Si. Bon, bah, En écoute. ce qui me concerne, en tout cas, la police, je voulais pas, à un moment donné, j'attendais de voir un peu comment les événements allaient se passer. Une bonne partie des membres de notre chère police sont très proches de l'extrême droite, voire sont encartés. Et cela en dit long, en tous les cas, sur leur rapport avec les quartiers populaires, avec un certain nombre de populations au sein de notre République. Moi, je questionne encore une fois cette bizarrerie où la police se met à manifester d'une part, et je pense que l'État se doit de faire attention quant à la manipulation possible par certains courants de notre police. Voilà, j'oserais parler d'infiltration, mais je n'irai pas jusque-là pour l'instant. Ils ont quand même voté à 52% Front National, donc je sais pas si infiltration, quoi. Pour d'autres choses, hein. Parce que si on lit, si on prend en sérieux effectivement ce fait que une bonne partie ou la majorité de la police est du côté de l'extrême droite, comment est-ce que ces derniers gèrent l'actualité concernant l'islam et la sécurité? Je pose la question. Il y a beaucoup de questions effectivement. Alors ça, c'est pas des informations qui sont officieuses. C'est le fait que les policiers aient voté Front National. C'est dans des grands journaux que c'est apparu, Libération, et on a eu aussi cette info de la part de quelques personnes que j'ai autour de moi, par exemple, qui sont bien placées, qui ont eu de la part de la bouche de Bernard Cazeneuve en coulisses, effectivement, ce problème qui a été relayé d'une certaine inquiétude concernant Alors, certains parlent de vote, d'autres d'adhérence au Front National, ce qui est encore plus grave. Donc voilà, c'est un problème qu'il va falloir peut-être pas un jour poser sur la table et de façon concrète. Et comment ils gèrent les questions en lien avec le terrorisme? Ouais. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec tout ce qui était état d'urgence, perquisition, assignation à résidence. On a vu les résultats. Ouais. Les perquisitions abusives, les mosquées saccagées, les familles humiliées, les personnes assignées à résidence pour rien. Donc voilà, donc le résultat il est là, quoi. Ouais. Islam, tu t'es déjà fait contrôler par la police? Ouais, mais ça s'est toujours bien passé, moi. Pas de problème? Non, jamais de problème, non. Bon, très bien. Alors, que voulais-je vous dire aussi? Oui, effectivement. Non, c'est vrai que Yasser, sur ton Twitter, là, tu relais beaucoup de trucs avec la police en ce moment. Hein. T'es à fond sur le dossier, là.
Enfin, je suis à fond sur tous mes dossiers, donc en particulier celui-là. De toute façon, c'est mon travail, donc tout ce qui est islamophobie et politique sécuritaire. Donc oui, dès que ça touche à ça, je relais ou je commente. Ouais, effectivement. Alors, on a écouté le zapping que Yasser n'a pas écouté. Messieurs, il y a un truc qui a attiré votre attention. Ousmane et Islam. C'est notre prix Goncourt. Oui. Laïla Slimani, t'as entendu Yasser, Laïla Slimani, très critique envers les autorités marocaines. J'étais très content pour son. Je la connais pas. Hein. Je me suis dit, je vais lire son livre, mais je pense qu'il faut quand même. Enfin, c'est pas parce qu'on est un bon écrivain qu'on est un bon intellectuel. C'est-à-dire relier la liberté et les droits de l'homme à la sexualité, j'ai trouvé ça un peu étrange. Moi, je pensais que quand elle disait qu'il y avait des lois moyenâgeuses au Maroc, ouais. Effectivement, je sais pas, on peut avoir des critiques envers les lois en vigueur au Maroc ou dans d'autres pays, hein, notamment pour ce qui concerne les droits de la femme, le fait qu'on s'inspire d'une logique, en tout cas médiévale, quant à la mise en place des lois, c'est-à-dire le fiqh islamique d'avant, que l'on confond avec la charia. Et moi, je m'attendais à des choses autour, notamment des droits de participation au niveau politique, alors qu'il y a beaucoup de progrès qui se font dans ce sens-là au Maroc, des droits de la femme. Il y a aussi beaucoup de progrès qui se font dans ce sens-là au Maroc, et qu'elle parle du caractère moyenâgeux de la loi, avec le fait que cette loi interdit, par exemple, l'adultère et l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec le caractère moyenâgeux ou pas. On ne mesure pas la modernité ou en tout cas l'humanité d'une loi à l'aune de sa permissivité. Donc j'ai trouvé ça assez étrange, mais qui dit permissivité dit forcément que j'ai un point de vue. Et le point de vue pour moi, c'est effectivement avoir des affiches avec une pomme croquée invitant les uns et les autres à tromper leurs maris et leurs épouses. Je suis pas fan de ça. Moi, j'appelle pas ça de l'ouverture ni de la modernité. C'est un point de vue. L'ouverture non plus, hein, il me semble. Moi, j'ai trouvé, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec elle parce qu'elle dénonce une certaine hypocrisie. Au Maroc, on nous dit oui, ça et ça, c'est interdit parce que nous sommes un pays musulman. Mais par contre, ils n'ont pas hésité à jeter des poissons dans une benne à ordures, tandis que je suis pas sûr que le gaspillage de nourriture dans l'islam soit très. À dénoncer une certaine hypocrisie. Pour le coup, tu peux pas mettre le même niveau. Attendez. Si, gaspiller si du poisson, ce qui est pas bien. Hein. Ouais, mais tu peux pas mettre ça au même niveau que le fait de dire que par principe un pays dise par exemple que l'adultère est interdite, quand bien même il y a des gens qui pratiquent l'adultère, on est tous des êtres humains. Moi le premier, je suis tous les jours en train de faire ce qui va à l'encontre de mes convictions. Mais ça ne veut pas dire à un moment donné que cela veut dire que c'est hypocrite. Un peu. Pourquoi ? Dire derrière, ouais, nous on fait ça pour montrer qu'on est un vrai pays musulman, que nous voilà, on n'a pas oublié notre religion, et derrière pour des questions un peu de commerce, de licence et tout ça, jeter du poisson. Jeter le poisson, c'est sûr que c'est pas bien de jeter du poisson. Voilà. Mais ça ne fait pas d'un pays un pays hypocrite. Non, j'ai pas dit que c'est un pays hypocrite. Attention, j'ai dit que c'était hypocrite de dire ça, de faire ça dans ce sens. Quoi de sortir des lois qu'elle a soulignées. Moi, j'ai pas dit que j'étais d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis neutre. Mais la loi, en l'occurrence, c'est la culture même du pays. Tout le pays est basé sur ces fondements-là. On peut pas enlever ces choses-là. À moins de changer complètement la mentalité marocaine. L'islam, d'accord. Oui. D'accord. Mais dans l'islam aussi, le gaspillage alimentaire, c'est pas très Mais je suis d'accord. Voilà. Alors dans ce cas-là, qu'ils arrêtent avec leur hypocrisie à dire des lois. Non, mais ça c'est notre religion. Alors dans ce cas-là, non, dites que vous avez des lois par votre culture plutôt. Parce qu'ils confondent le culte et la culture, je pense. Et je pense que dans la culture, c'est moins choquant que de jeter du poisson que dans le culte. Yasser Loti. J'ai pas bien saisi, mais qu'est-ce qu'il fallait que je commente puisque j'ai raté les zappings? Mais de toute façon, non, mais sur cette petite discussion, ce petit échange là sur, en fait, c'est Laïla Slimani qui a dénoncé les autorités marocaines en disant qu'elle était moyenâgeuse parce qu'il n'y avait pas la liberté sexuelle pour les femmes, pour les hommes aussi. Oui, pour les hommes aussi, les homosexuels, etc. Donc voilà, elle dénonçait un peu ça sur le Maroc, voilà. Bon, si je devais commenter ce que chacun dit à gauche et à droite, on commençait par Laïla Slimani qui est devenue maintenant la star d'un jour pour ses propos vis-à-vis des Arabes et des musulmans. Bon, écoute, on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. C'est quoi un pays musulman? Voilà une question. Qu'est-ce qu'un pays musulman? Non, moi j'ai pas dit que le Maroc était un pays musulman ou pas musulman. J'ai dit que chacun justifie leur loi pour dire ouais, nous on est un pays musulman. C'est tout. Moi je dis rien. Moi je constate des propos. Moi c'est même pas par rapport à l'islamité de tel ou de tel pays. C'est pas du tout ça. C'est de jauger, de juger
la modernité ou l'humanité d'une loi ou de la législation d'un pays à l'aune de ces choses-là. Pas à l'aune de droits fondamentaux, mais à l'aune de la liberté sexuelle. Alors, je dis pas que la sexualité c'est pas bien, bien au contraire, c'est très très bon. Mais je veux dire, c'est assez trivial pour juger de la pertinence d'une loi. Je vois pas le lien. Et on juge souvent dans nos pays anciennement musulmans ou en France de le caractère moderne d'une loi à l'aune de sa capacité à aller à l'encontre de certaines valeurs morales et autres, etc. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Hein. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Bon, alors passons sur les propos de Laïla Slimani, si vous voulez bien, on va passer. Mais c'est pas important. Hein. Oui, c'est pas important, voilà, mais bon, on peut en parler quand même. Parce qu'on peut parler de tous les sujets dans cette C'est émission. vrai. Voilà, 01 40 33 9000 d'ailleurs, si vous voulez le faire avec nous, et notamment réagir aux avis tranchés, c'est parti. 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, on va commencer cet avis tranché. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent réagir évidemment aux avis tranchés au 01 40 33 9000 40 33 90 00. Tiens, allez, Ousmane, à toi. Pourquoi moi? Bah, je sais pas, comme il y a ça. Islam ici. Bah oui, il y a Islam, il y a aussi Yasser, mais c'est toi. Allez. Bon. Alors moi, mon avis tranché concerne ce qui se passe un peu en Turquie. Alors, j'essaie de faire attention avec ce qui se passe en Turquie parce que il y a une forme de propagande quand même qui vise à mettre en lumière souvent ce que l'on considère être des défauts, qui sont peut-être même des défauts, et voire quelquefois des choses qui sont hors de la vérité. Mais il n'empêche que je trouve dommage que Monsieur Erdogan utilise la tentative de coup d'État qui a eu lieu comme un moyen pour se débarrasser entre guillemets de tous ses opposants. Alors qu'il faille faire à un moment donné le ménage, ou en tout cas essayer de trouver ceux qui ont trahi la patrie et de les juger, je l'espère, et pas les torturer. En tout cas c'est dans ce sens-là j'espère qu'ils vont aller, c'est une chose. Mais ensuite en profiter pour mettre à mal et l'opposition qui participent de la démocratie et qui ont tous condamné le coup d'État. Bon, je dis, voilà, faut faire attention. Il y a des acquis qu'on ne peut remettre en question, notamment le fait que la Turquie ait décidé d'abolir la peine de mort. Je pense que revenir sur cela, ça ne sert à rien du tout. C'est une forme de populisme à mes yeux, et ça n'est pas à la hauteur des enjeux auquel participe la Turquie. Donc voilà, c'est pas parce que on se sent proche d'un peuple qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Il faut savoir être critique. Voilà pour ce qui est de la Turquie, en tout cas de la position d'Ousmane. Est-ce qu'un des deux souhaite réagir à l'avis tranché d'Ousmane, Yasser ou Islam? Enfin, je remarque que les condamnations entre guillemets du régime turc ont duré bien plus longtemps que les condamnations de Sisi, mais aussi de l'état du coup d'État manqué. Il y a quand même eu, je crois, près de 300 morts. On a eu un avion de chasse qui a été bombardé le Parlement. C'est pas rien. Je veux dire, il faut quand même se mettre à la place de personnes qui dirigent un pays qui est encerclé par Daesh, des frontières instables avec tous ses voisins. On a en plus la crise des réfugiés. Ils ont eu leur comment ça s'appelle, leur coup d'État manqué avec une rivalité, c'est vrai, entre Gülen et comment il s'appelle et Erdogan. Je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait en France si un avion de chasse avait décollé, disons un avion de chasse qui appartient à une association on va dire de quartier, d'accord, il décolle, on va dire, je sais pas, de Villa Coublé, il se met à bombarder soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale. La guerre civile. Et 300 morts, je veux dire, qu'est-ce qui se passerait en France? Je veux dire, il y a un moment, c'est vrai, et moi franchement, je commence à seulement me dire, mais qu'est-ce qui tourne pas rond là-bas? Mais en même temps, il faut aussi avoir des avis équilibrés sur, entre-temps, le coup d'État manqué qui est extrêmement grave et ça aurait pu basculer vers une dictature militaire à la Sisi, on n'en sait trop rien. Et d'ailleurs soutenu par certains
qui parle aujourd'hui. Mais l'avion a quand même décollé d'une base de l'OTAN, quoi. Donc c'est pas rien. Donc et que les condamnations ont commencé à se faire entendre de France ou des États-Unis, une fois que le coup d'État était quasi condamné, on savait que ça allait échouer. Donc oui, maintenant c'est vrai. Et puis à Erdogan, il faut aussi j'ai rien à demander aux Turcs ni à leur apprendre. Je suis pas dans cette posture impérialiste, mais voilà, c'est vrai qu'on peut logiquement concevoir qu'il y ait une frontière poreuse entre justement la répression légitime des protagonistes d'un coup d'État et justement les règlements de compte, comme tu le dis, avec l'opposition pour la faire taire. Islam sur la Turquie. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouve que c'est un avis mesuré et objectif. C'est vrai que Erdogan, il a une grosse cote de popularité et dans son pays et un petit peu dans le monde arabo-musulman parce que voilà, il a des positions fortes. Mais il faudrait pas. C'est pas un chèque en blanc, quoi. C'est pas, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, faut pas non plus qu'il commence à être au-dessus des lois et être au-dessus du peuple. Donc restons vigilants. Voilà. Exactement. Est-ce que vous savez que depuis 16h34 précisément, les femmes sont invitées à ne plus travailler? Où ça? En France. Et pourquoi? Avec l'inégalité de salaire, à partir d'un 7 novembre à 16h34, elles sont bénévoles jusqu'à la fin de l'année en fait. Elles ont raison. Voilà, donc les femmes sont invitées à 16h34 à observer un droit de grève aujourd'hui. Yasser, c'est important ça? Je veux dire, pour moi qui ai participé à différents colloques, c'est justement ce que je ressors aux délégations françaises à l'étranger. C'est que vous êtes là à brailler du matin au soir, droits de l'homme, égalité homme-femme. On traîne une inégalité structurelle entre les hommes et les femmes qui commence par les salaires, mais c'est pas que ça. Je veux dire, même le train de vie, l'émancipation des uns et des autres, qu'on soit une femme et un homme, n'est jamais la même. Et donc là, on voit bien que je crois qu'on est en moyenne entre 15 et 20%. Et il y a toujours rien qui est fait. Je veux dire, faut quand même se souvenir que la seule Premier ministre qu'on a eue sur la 5e République était une femme, Edith Cresson, en 93. Elle a pas fait long feu, hein. Ouais, quoi, 4 mois, je crois, 4 mois ou 6 mois, on se souvient 9 plus. mois, 9 mois. 9 mois, ouais. J'ai vu ça, ouais. En tout cas, si des femmes nous écoutent et qui ont observé effectivement elles ont bien raison. Cet appel, répondu à cet appel, vous nous appelez 01 40 33 9000. Vous êtes pas en grève du téléphone, donc vous pouvez quand même appeler, n'hésitez pas. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit obligée de faire ça. Moi, je me souviens quand je participais à la campagne présidentielle et quand j'ai eu un certain nombre de débats là en 2012. En 2012, ouais. Et que j'étais au Parlement en train de discuter avec certains députés et autres. Ils disaient mais pourquoi? J'avais proposé pourquoi vous faites pas une loi? Pourquoi attendre que ce soit les entreprises ou la société qui d'elle-même doit évoluer alors que pour tout et n'importe quoi vous faites des lois pour l'égalité de salaire au moins quoi. Le fait qu'il n'y ait pas eu de loi, ça veut dire qu'il y a des résistances et il y a peut-être même des groupes de pression. Et veut dire en parlant de égalité homme-femme, faut quand même pas oublier qu'en France en 2016, quand on est une femme de confession musulmane voilée, on a 1% de chance d'avoir une réponse favorable à une candidature. 1% de chance. Déjà, quand on est musulman, ni homme ni femme, on a 4 fois moins de chances que la moyenne d'avoir un emploi. Mais quand on est une femme, c'est littéralement la mise à mort sociale. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une inégalité de salaire. Faut aussi penser à ces jeunes filles musulmanes, et j'en ai croisé un paquet, qui sont diplômées souvent de grandes écoles, qui ont des bac plus 5, bac plus 6, j'en ai vu carrément qui ont terminé leur doctorat, et qui vous disent je préfère rester à la maison, avoir un petit emploi, que de retirer mon voile parce que voilà, malgré mes études, etc. Et je reçois des messages de ce genre et je vous dis sincèrement, d'accord, égalité, etc. Il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que l'égalité inclue ces jeunes femmes musulmanes qui n'en sont même pas à l'égalité de salaire, c'est qu'elles ont même pas de salaire. Et encore moins à l'emploi. Et en plus de ça, elles sont au centre des discussions concernant les libertés de la femme. Donc pour elles sont soumises. Enfin, selon les. On parle en leur nom. Les féministes, quoi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, voilà, suivez cet appel de près. Depuis 16h34, effectivement, les femmes sont considérées comme travaillant bénévolement suite à cause de l'inégalité de salaire. Tiens, on va passer maintenant à Islam Saïdi pour son avis tranché. Il va nous revenir un petit peu sur. Nous présenter peut-être le futur président de la République. En tout cas, le visage du futur président de la République. Alors déjà, pour préparer ma chronique, je suis allé voir la cote de popularité de François Hollande. Donc comme tout le monde, je suis allé un petit peu sur Google. Et il faut savoir que sur Google, quand tu tapes cote de popularité, il y a des suggestions Google, tu vois. Et les suggestions sont faites en fonction des recherches de la région. Donc faut savoir qu'en France, si vous tapez cote de popularité sur Google, la première chose qui va apparaître, c'est Secret Story 10. Et après, quand tu mets... Ouais, d'accord, ouais. Et si tu mets la petite croix
pour voir c'est quoi la deuxième recherche la plus populaire sur code de popularité. Ça sera Secret Story 9. Donc non seulement déjà on s'intéresse à un jeu qui est un petit peu débile, mais en plus celui de l'année dernière. Donc j'ai dû appuyer sur croix pas mal de fois. Je suis tombé sur Pokémon. Donc si ça vous intéresse, Carapuce a plus d'avis favorables que François Hollande n'en aura jamais. C'est dommage. Et je suis tombé aussi sur Jean-Marc Morandini. D'ailleurs, c'est important de voir la cote de popularité de Morandini pour se rendre compte du nombre de pervers et de pédophiles qu'il y a en France. Et du coup, je suis tombé finalement, on est arrivé à 15%. Donc c'est le dernier sondage qui est fait avec iTélé et le RTL. Donc c'est à 15%, c'était le 4 novembre. Il est devancé par son premier ministre Manuel Valls qui est là en embuscade au cas où il veut se présenter. Donc je me suis dit c'est certain, François Hollande ne sera pas président de la République. Et après j'ai essayé d'avoir une sorte de recul sur tout ça et je me suis dit c'est quand même peu probable, je dis pas impossible, je dis peu probable que ce soit Marine Le Pen la future présidente de la République. Ça sera pas non plus Jean-Luc Mélenchon. Du coup, j'ai compris pourquoi c'était autant médiatisé les débats de la primaire du centre et de la droite. Ils ont fait un premier débat sur TF1 RTL et ensuite ils ont fait un deuxième débat sur BFM TV. Et en fait, j'ai regardé les candidats parce que le futur président de la République, il est parmi ces candidats. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont déplu. Mais moi, je vais essayer d'avoir un avis objectif. D'abord, il y en a un qui m'a plu, que j'ai adoré, mais qui sera jamais président de la République. Pourtant, il a un discours clair, concis. Il est logique. Il apporte énormément de chiffres sur son programme. Il apporte aussi des valeurs stratégiques. Il est très intelligent. Il est très posé. C'est le leader du parti chrétien-démocrate. Mais malheureusement, il sera jamais président de la République parce qu'il s'appelle Jean-Frédéric Poisson. Alors, Jean-Frédéric, encore ça, tu peux le cacher. Tu mets JF, un peu comme Kennedy. Mais Poisson, il y a le mot poisse et il y a le mot poisson. Tu seras jamais président. Et ensuite, il y a Nicolas Kosciusko-Morizet qui passe plus son temps à crier qu'autre chose. Nathalie, oula, je m'embrouille. Nathalie, mais lui, il me regarde avec des yeux revolver. Donc, Nathalie Kosciusko-Morizet qui passe plus son temps à crier qu'autre chose. Donc, finalement, il y a deux candidats qui se détachent, à savoir Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Donc, c'est quoi un petit peu la différence? Donc, en gros, Nicolas Sarkozy, il essaye de gratter son électorat à la droite. Mais à force de faire à la droite, il va tellement à la droite qu'il finit à la gauche, en fait. C'est un petit peu bizarre, en fait. Et ce qu'il reproche à son principal rival, à savoir Alain Juppé, c'est de ne pas proposer une alternative forte à François Hollande. En gros, pour lui, Alain Juppé n'est pas le candidat du changement, alors que Nicolas Sarkozy est le candidat du changement. Mais le changement, ça vous rappelle pas en 2012? C'était pas le slogan de campagne de François Hollande, exactement. Le changement, c'est maintenant. Et donc, Nicolas Sarkozy, il est fort parce qu'il a compris que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et moi, j'ai une question juste à vous poser pour finir là-dessus. Si on aurait vraiment voulu décider qui sera notre futur président, qui va nous gouverner, est-ce qu'on n'aurait pas dû s'intéresser un peu plus à ce débat entre la droite et à cette primaire, en fait? Question qu'on pose à Ousmane et à Yasser. Ça, c'est une question qui m'a adressée puisque je m'étais exprimé là-dessus en disant que moi, j'allais pas regarder. Que j'allais m'occuper de mes enfants, lire des livres, regarder un manga si j'avais le temps et écrire. Et je sais pas s'il faut regarder ces choses-là. Malheureusement, à force de regarder aussi les émissions politiques, parce que je kiffe ça, donc j'ai pu quand même voir l'essentiel de l'émission et ça volait pas très haut. En même temps, s'ils sont tous dans le même parti, ils sont tous à peu près d'accord. Après, c'est très subtil leur petite différence, mais en fait, c'est surtout on se tire dessus. T'as l'impression que t'as Sarkozy qui est face à ses anciens ministres. J'ai l'impression que c'est ça le pire. C'est une sorte de western où il y a Clint Eastwood qui va avec ses anciens amis pour leur tirer dessus. Après, vraiment, il y a vraiment deux qui se détachent, c'est Juppé et Sarkozy. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que selon les sondages, Sarkozy part en tête dans son parti pour être le président des Républicains, donc pour se présenter à la candidature. Mais selon, là je parle au niveau national, Alain Juppé ferait un meilleur président que Sarkozy. Du coup c'est bête parce qu'on passe à côté du meilleur président selon nous, enfin selon les sondages, mais ça va être un autre qui va être élu parce qu'on va pas voter. Le problème c'est que même cette primaire, ces histoires de sondages, en fait, vous avez déjà été questionné vous par des sondages? Non. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. T'as de la chance, toi. Mais c'est toujours des sondages. On estime que 8000 personnes ou 10 000 personnes avec leurs opinions peuvent représenter les 6 millions ou 10 millions ou 20 millions ou 30 millions de Il y a une tendance qui se dégage par rapport à... Je trouve ça bizarre. Et donc, du coup, je pense que plus on dit que c'est un tel qui peut gagner, et plus ça s'auto-réalise. C'est pas très démocratique tout ça. Tu veux dire que les sondages influencent? Non, je pense pas que les sondages influencent. Oh non, bien sûr, ça n'influence pas. Non. Non. Pourquoi ça va influencer? Évidemment. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Non, en fait, faut pas croire que les sondages c'est fait juste en interviewant 5000 personnes au hasard. Après, faut savoir qui est interrogé. En fait, on a un institut en France pour les sondages, c'est l'INSEE. Moi, je le connais. J'ai fait des études dans ce sens-là. Mais pour moi, c'est du pipeau. C'est du pivot. Moi, c'est pas ce que j'ai appris à la fac. Parce que je trouve que chaque individu est différent. On peut pas à un moment donné
jamais faire représenter les opinions d'un individu parce que 10 000 personnes ont dit la même chose. C'est dans pas un 10 000 sens. personnes au hasard. Même si c'est pas au hasard. Des échantillons de... Un individu est un individu, il est différent des autres. Après, t'es pas très déterministe, toi. Ah non, moi T'es pas je très suis Durkheim. je suis pas Durkheim du tout. Yasser Louati sur cet avis tranché de Islam. Je suis quand même assez réservé sur ta sympathie pour Poisson. Donc c'est quand même un type qui passe son temps à dire qu'il a un problème avec l'islam, que l'islam déstabilise la France, la civilisation. C'est l'islam tout court qui pose un problème à la France. La France est déstabilisée par l'islam. Son slogan de campagne, c'est quand même, je crois, être nos valeurs ou je ne sais quoi. Non, parce qu'en même temps, il est président du parti chrétien-démocrate. Donc non, mais il peut être aussi président du parti démocrate, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais je sais, voilà. Mais moi, je l'ai pas vu autant condamner l'islam, notamment pendant le débat. Je le voyais plutôt parler de dialogue quand il fallait parler. Non, mais c'est pour ça qu'il faut regarder le film en entier. Il faut pas regarder seulement l'image qu'on donne à l'instant T. C'est le problème. Moi, j'ai regardé le débat en entier. Ah, mais le problème, c'est que moi, cette personne-là, je la connais assez bien parce que je suis un peu son parcours, ce qui se dit. C'est que c'est une personne qui n'a pas vraiment une grande sympathie pour les citoyens de confession musulmane, qui s'est aussi inscrit. Bah, qui en a dans cette primaire de droite, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pas regardé parce que faudrait être. Hein? Juppé, ça a été le premier. Moi, j'aime pas. Sérieux, Islam. Juppé, c'est l'islam de contrat. Non, mais arrêtez. Je fais exprès d'utiliser son nom, hein. T'es sérieux, Islam? Non, moi, Juppé, je trouve que ça a été le premier pendant pendant la fameuse, sur le Burkini, tout ça, là, sur le bordel. Et ça a été le premier à dire que ce pays devient fou. Non, oui, d'accord. Ce pays devient fou, il a bien raison, mais il a quand même aussi dit que qu'il fallait imposer un islam de contrat. C'est aussi ce même Alain Juppé qui demandait, Alain Juppé, il est pas stupide, il connaît les musulmans, il les fréquente à Bordeaux, qui demandait aux musulmans de se désolidariser de Daesh. Non mais où est-ce qu'on va? Mais de toute façon, tout le monde demande aux musulmans de se désolidariser de Daesh. Donc Juppé n'est pas différent des autres. Il n'est pas différent des autres, mais c'est une fausse bonne moins pire que certains. Il faut pas oublier. Il est peut-être moins pire que certains. Alors, j'ai la pub et dans un instant, on va passer à l'avis tranché de l'ami. Le moins pire n'a jamais mené au meilleur, je le rappelle. Très bien, à tout de suite. C'est sur cette phrase. Pub! Stop. Le grand forum sur France Maghreb 2, dans un instant on va accueillir Abir Ramad qui est avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 pour parler de la situation du côté de Bethléem, puisque les autorités palestiniennes, messieurs dames, ont tenté de faire un assaut sur ce village pour y en expulser les habitants, pour y installer une usine de ciment. L'assaut a été raté. Il se préparerait un assaut d'envergure en complicité avec l'armée israélienne pour tenter de expulser ces villageois, en tout cas de ce petit village, donc à proximité de Bethléem. On en parlera avec elle dans un instant. Information un peu passée sous silence. Alors, avant de poursuivre et d'accueillir notre invité, je vous propose d'écouter maintenant l'avis tranché de Yasser Louati. C'est beau? On y va, on t'écoute mon ami. Alors la semaine dernière, je vous parlais de la militarisation de la police et de son impunité augmentée. Voilà qu'un nouveau chapitre s'écrit en termes de liberté publique bafouée et d'émergence d'un État policier. Pendant que chacun prenait soigneusement ses vacances à la Toussaint, notre joyeux tandem, Jean-Jacques Urvoas et Bernard Cazeneuve, ont fait passer en douce une mesure qui met en place un nouveau fichier biométrique pour toute la population. Alors jusqu'ici, on a eu le fichier pour les délinquants et leurs délits. Maintenant, on va avoir un fichier pour les gens honnêtes. Mais puisqu'on n'a rien à leur reprocher, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier TES, qu'on appelle titre électronique sécurisé? Alors ça commence par l'état civil, la couleur des yeux, la taille, l'adresse, la filiation des parents, l'image numérisée du visage, empreinte digitale, signature numérisée, adresse mail, numéro de téléphone, tarif du timbre payé et même le code de connexion Internet lorsqu'on fait la demande de la CNI ou du passeport en ligne. Et qui pourra utiliser ces fichiers TES? Le ministère de l'Intérieur, la police nationale, la gendarmerie, les services de renseignement, les préfectures, la direction centrale de la police judiciaire et donc par conséquent Interpol et le système d'information de l'espace Schengen. Quand on combine ce fichier TES avec la loi sur la surveillance passée en juillet 2015 pour enregistrer toutes nos conversations téléphoniques ou en ligne, les sites que nous visitons, les livres que nous achetons,
nos messages sur les réseaux sociaux, les films que nous regardons, les personnes que nous contactons et à quelle fréquence, l'installation de micros dans n'importe quel domicile sans passer par le juge, on ne peut plus dire que nous vivons dans un état de droit et de liberté, mais sous l'autorité d'un état qui ne rend de compte à personne. Pour info, la seule fois où en France on a établi un fichier général de la population, c'était sous Vichy en 1940. Vous me direz, avec le projet de déchéance de nationalité avorté, voilà donc une deuxième mesure sous un gouvernement de gauche directement inspiré de la France de Vichy. Pour les naïfs qui voudraient me dire que on n'a rien à cacher, que par contre ce fichier serait inviolable, je tiens à rappeler qu'en 2006, on a quand même eu une base de données similaire qui avait été volée au gouvernement israélien et qui avait été mise en ligne directement. Alors, de leur côté, le Conseil national du numérique et dans une moindre mesure, la Commission nationale informatique et liberté, CNIL, ont étrillé le projet. Mais comme toujours, le problème ne vient pas des hauts fonctionnaires, mais de nous-mêmes. Qui n'a jamais dit « je m'en fiche, je n'ai rien à cacher ». Et oui, personne n'a tellement rien à cacher qu'on met des verrous à nos portes, des rideaux à nos fenêtres, des codes sur nos comptes Facebook et Twitter, des codes sur notre carte de crédit, etc., etc. Est-ce qu'on a le même comportement dans notre intimité ou en public? C'est une question qui mérite d'être posée. On sait bien que lorsqu'on se sent observé, notre comportement change. Et une fois qu'on a carrément intériorisé la surveillance de masse et le fait de se savoir constamment observé avec ses moindres faits et gestes épiés, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors quand on combine loi de surveillance, fichage de la population, surarmement de la police et opacité de l'État avec en plus la répression sous l'état d'urgence, je me pose une question, mais au fait, si l'État nous surveille, qui surveille l'État? Ousmane. Bravo. Je suis... Parfait, voilà, bravo. Un seul mot. C'est magnifique. Non seulement c'est magnifique, mais ça en dit long sur aussi notre responsabilité à nous. Parce que si l'État se permet de faire ça, c'est qu'au fond l'État sait qu'on ne réagira pas, qu'on ne manifestera pas, et que peut-être même une bonne partie de la population française acquiescera et dira que c'est une bonne chose. Mais comme le disait un résistant allemand face au nazisme, il disait que lorsqu'on est venu chercher les communistes, il n'avait rien dit parce qu'ils n'étaient pas communistes. Lorsqu'on est venu chercher des juifs, il n'avait rien dit parce qu'ils n'étaient pas juifs. Lorsqu'on est venu chercher des tziganes, eh bien il n'a rien dit non plus parce que il n'était pas tzigane. Puis lorsqu'on est venu le chercher lui, il n'y avait plus personne pour le soutenir et l'aider et le protéger de l'État. Je pense que se parler à longueur de temps comme nous le faisons de la Seconde Guerre mondiale, mais pour oublier et cacher le fait que nous répétons les mêmes erreurs aujourd'hui, provient de notre amnésie, provient de notre non-citoyenneté, provient de notre manque de courage. Merci en tout cas pour cet avis tranché. Istem, t'as écouté? Oui, j'ai écouté. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais après, moi, j'ai pas vraiment. Bon, je vais répondre à un des profils qui décrivait. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, j'ai rien à cacher. Et crois-moi, il y a des choses que tu aimerais bien cacher, mon ami. Quoi? Qu'est-ce que j'aimerais bien cacher? Ah bah, je suis sûr, je sais pas, on verra. Après, je sais pas. Non mais je vais te dire. Après, moi, je connais pas un verrou à sa porte et des rideaux à sa fenêtre. On a des verrous à nos portes et enfin, c'est une question d'intimité, de vie privée et surtout de sécurité. Si j'ai un verrou à ma porte, c'est pour pas qu'on entre chez moi et qu'on me vole ma télé, quoi. Non, moi, pas pour ça. Eh ben, c'est pourquoi? Moi, c'est surtout pour pas qu'on me voit à poil quand je me balade. Bah non, mais un verrou à la porte, c'est pas un verrou qui va te cacher, bah c'est un rideau. Non. Moi, voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, je me sens assez en sécurité chez moi. Enfin, j'ai jamais eu de problème de sécurité. En tout cas, je me dis pas, je vais me faire voler aujourd'hui. Moi, je mets des verrous à la porte. En tout cas, je ferme la porte de chez moi. Même pas de verrou. C'est très rare. Mais parce que c'est bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. Mais tout simplement parce que mon premier réflexe, c'est c'est chez moi, je ferme la porte. Ou je mets des rideaux parce que je suis dans ma chambre. Ok. Non, moi, je fais confiance aux autorités pour. Enfin, moi, j'ai pas appris de connaissances sur ce sujet. Je vois pas. Mais là, quel droit nous donne. Il y a pas besoin de c'est un problème. Là, c'est Islam. C'est vraiment, tu penses on peut faire confiance à l'État avec nos informations personnelles. Mais quelle information personnelle il garde aussi? Mais après. Tout. Je te parle de toute façon, nos informations biométriques plus état civil dans le même fichier. Ça veut dire on a tout ce que tu représentes dans le même fichier. En plus, on a une loi où on sait ce que tu regardes, quel livre t'achètes, ce que tu publies en ligne, ce que tu racontes à tes copains, tes conversations téléphoniques, qui t'appelle, à quelle fréquence, depuis où, etc. Tu regardes sur Internet.
Veux dire, t'es pas inquiété? Non, je suis pas inquiété. Enfin, dit comme ça, normal, ça inquiète. Mais bon, je pense pas qu'ils vont épier à ce point-là 60 millions de personnes. D'accord. Regarde, c'est quoi? Je vais te faire. Il y a un type qui s'appelle Glenn Greenwald qui avait lancé un défi aux personnes qui pensaient comme ça. Il leur a dit écoutez, je vais ouvrir un compte mail et vous allez me mettre tous vos codes d'accès à Internet, puisque vous avez rien à cacher. Donc c'est quoi? On peut terminer l'émission, je te file mon adresse mail, d'accord? Et tu m'envoies tous tes codes de connexion, puisque tu n'as rien à cacher. Ah non, mais c'est pas une question de rien à cacher. Mais attends, entre toi et un fonctionnaire de l'État qui est censé, avoir une... Mais qu'est-ce qui me différencie moi d'un fonctionnaire de l'État? Moi, je suis fonctionnaire. De quoi? D'accord. Mais un mec qui sera affairé à la sécurité, en fait, on voit, c'est complètement différent. Toi, je te connais pas. Enfin, même, je sais pas ce que tu représentes. Parce que tu connais les fonctionnaires, toi. Je les connais pas, mais je sais pourquoi ils sont payés, et ils sont payés pour ça. Voilà, Ils sont payés pour surveiller. Non, mais cet échange est très intéressant, et moi, j'invite tous les auditeurs à nous donner leur avis. Je sais qu'ils vont pas me servir de mes codes. Mais regarde, ah bon? Un mec comme toi, maintenant de toute façon, je m'en rendrai compte et après je demanderai à l'État, remboursez-nous, voilà. Non mais bon. Là, franchement, je rigole. Non mais il y a une différence entre envoyer mes codes à toi et à l'État. Oui, mais toi, t'es devenu une personnalité publique maintenant. Pourquoi? Parce que t'es ici avec nous à la radio en train de parler. Ok. Et puis parce que t'as une page Facebook qui est suivie par 48 000 fans. Voilà. Et donc du coup, si à un moment donné on se dit effectivement 60 millions de personnes, c'est trop effectivement. Ouais. Mais des personnes qui commencent à faire du bruit ou en tout cas à avoir de l'influence est susceptible d'être surveillées par l'État. D'accord. C'est pas juste des terroristes qu'on surveille, hein. Toutes les personnes, syndicalistes, youtubeurs et autres, etc. Et donc toi, en tant que toi, tu te dis que ce serait bien qu'on sache tout ce que tu fais dans ta vie. Et au nom de quoi? Mais je sais bien que tu caches rien. Y a pas de souci. Mais attention, je suis pas contre vous, je suis pas contre leur avis, je dis juste que moi, je vois rien de... Mais justement, l'État compte sur ça, justement, pour mettre en place ce genre de surveillance. À travers toi, je parle aux autres, qui disent ça. Bien sûr, en fait, je suis un peu la victime. Qui a envie, je vais dire, qui a envie que si c'est au nom de la sécurité, si ça peut rassurer des gens, moi... Mais la sécurité de qui? Moi, tu veux qu'on fasse encore un cours sur les défaillances au sein de l'État et les informations qui ont été volées et qui ont été utilisées à des fins crapuleuses? Attends, mais c'est quelles informations aussi ils auront? Ils vont pas avoir... Ta carte bleue, par exemple, peuvent se retrouver... ils les ont? Bah oui. Tu crois quoi? Ouais, mais non, mais après, s'ils volent de l'argent dans mon compte, là, ça serait vraiment grillé. Après, là, ça serait vraiment une catastrophe. Non, mais d'accord. Donc ton argent vaut plus que ton intimité. Quelle intimité ils peuvent violer? Je sais pas si. Non, c'est quoi? Regarde, dans ta prochaine conversation. T'as une maîtresse ou que t'es en train de faire une connerie quelque part. T'es mort. Question simple. D'accord. Est-ce que t'es le même chez toi avec la porte fermée qu'à l'extérieur? Réponds-moi honnêtement. Bah comme personne, non. Non. Oui ou non? Non. Merci. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Et c'est pour ça qu'on l'a inscrite dans les droits de l'homme. C'est un droit fondamental. Appelez-nous si vous souhaitez aussi apporter votre petite pierre à l'édifice. On en reparle dans un instant, juste après avoir accueilli notre invité. C'est parti. France Maghreb 2. L'invité de la rédaction. Alors, le débat est terminé, messieurs. On en reparlera si vous voulez tout à l'heure. On va accueillir maintenant, pour parler d'un autre sujet, on va aller en Palestine maintenant avec Abir Ahmad. Bonsoir Abir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. On a tenu à vous inviter parce que une information qui nous est apparue un peu importante, même beaucoup importante, à relayer auprès de nos auditeurs, puisqu'on a appris que la semaine dernière, dans un petit village à proximité de Bethléem, l'autorité palestinienne, j'ai bien dit, a lancé un assaut pour expulser les habitants d'un petit village pour y installer une usine de ciment. Vous confirmez, Abir Ahmad? Oui, je confirme. En fait, j'ai eu l'information par le chef du comité populaire du village qui s'appelle Arab Rachaïda. Donc le monsieur, il s'appelle Ahmad Rachaïda et c'est lui qui m'a confirmé l'information. Et les infos, en fait, ils sont disponibles même sur plusieurs sites palestiniens, donc en arabe, hélas, mais bon. Donc moi, je vis de mon devoir d'alerter l'opinion ici et d'essayer de faire intervenir des associations des droits humains et pour essayer d'aider les villageois contre cette injustice qui leur tombe sur la tête. Voilà. Alors cet assaut a raté, on peut le dire, puisque les villageois ne se sont pas laissés faire visiblement. Tout à fait. Et ils ont eu raison d'ailleurs. Alors et il semblerait aussi qu'une autre information circule, et elle est là un peu plus importante, un peu plus sérieuse, c'est que un autre assaut d'envergure se prépare, qui pourrait même intervenir soit aujourd'hui, demain ou après-demain, avec la complicité des autorités israéliennes. Oui, c'est ce que j'ai entendu effectivement. Donc les habitants du village, ils ont peur. Donc là, ils commencent à se préparer. Donc il faut dire que la situation n'est pas terrible.
Juste pour expliquer donc le problème, c'est que l'autorité palestinienne a donné l'accord à une société qui s'appelle Sanad pour construire une usine sur les terres en fait de ce village qui s'appelle Arab Rashaïda. Il faut rappeler juste que c'est les villageois, donc c'est les Bédouins de Rashaïda. Ils ont réussi à libérer leur ville de l'armée israélienne qui était sous occupation pendant 10 ans. Vous vous rendez compte? Et donc après avoir réussi quand même à libérer leur village et à vivre tranquille, disons entre guillemets, maintenant ils se retrouvent les pauvres menacés par l'autorité palestinienne et on va construire une usine sur leurs terres. Il faut dire que ces terres c'est ce qui représente leur principale source de vie. Donc il y a 20 000 têtes de moutons, il y a 600 chameaux, il y a surtout le plus important, il y a 6 puits artésiens qui alimentent la vaste zone de Bethléem et Hébron. Donc quand on dit construire une usine du ciment, ça veut dire que il y a la pollution derrière, il y a les risques de maladies liés au ciment, et ça représente des conséquences catastrophiques sur l'économie, l'environnement et la santé des villageois. Est-ce que cette information fait du bruit en Palestine? Est-ce que la population palestinienne risquerait de se révolter face à son autorité finalement? Je ne sais pas, honnêtement. Je sais que malheureusement, d'après les villageois, c'est qu'ils ont fait appeler les médias là-bas, mais personne ne vient les voir. Il y a quelques informations qui circulent sur quelques sites. Et je ne peux pas vous dire plus. Alors, j'espère que quand même qu'ils vont obtenir gain de cause, et parce qu'ils ont envoyé aussi une lettre au président palestinien Mahmoud Abbas avec une pétition de 500 signatures exprimant leur rejet en fait de cette décision injuste. Alors on va voir un petit peu d'ailleurs si cette information a circulé ou pas. Est-ce que vous, messieurs autour de cette table, Yasser, Ousmane et Islam, vous étiez au courant? Absolument pas. Non. Voilà. Eh ben écoutez, voilà, c'est aussi ça, la radio, ça sert à ça. Je rappelle, parce que c'est très important pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est un petit village. Vous me rectifiez si je me trompe, Abira. Je parle sous votre autorité. Voilà. Donc un petit village à proximité de Bethléem. Oui, tout à fait. Donc où les autorités palestiniennes ont tenté d'expulser les habitants de ce village pour y installer une usine de ciment. Comme vous l'avez justement rappelé tout à l'heure, ce village a su récupérer ses terres après 10 ans d'occupation de l'armée occupante, l'armée israélienne. Et il semblerait qu'aujourd'hui, les autorités palestiniennes, donc, après avoir loupé ce premier assaut, tentent d'organiser un deuxième assaut, cette fois-ci avec la complicité d'Israël, pour reprendre les terres à ses habitants pour y installer une usine de ciment. J'avais pas dit de bêtises. Oui, tout à fait, exact. C'est parce que moi, j'ai comme information, et j'ai reçu même quelques photos de la première intrusion de mercredi dernier, où on voit bien la police palestinienne intervenir et qu'ils étaient arrêtés, stoppés par les habitants du village. Il faut dire que les habitants de Rashaïda, ils se laissent pas faire et ils sont en total droit, donc parce qu'effectivement cette terre leur appartient et par la loi, donc on ne peut pas disposer de leur terre de cette manière sans leur accord. Voilà, c'est ça ce qui est aberrant et injuste. On va demander la réaction de nos chroniqueurs, Yasser, Ousmane et Islam, sur cette information importante. Franchement, moi je suis atterré parce que je veux dire, c'est encore la énième trahison de l'autorité palestinienne vis-à-vis des Palestiniens. Donc si déjà il y a une force occupante et que le peu de territoire qui est administré par déjà un gouvernement qui a perdu toute crédibilité et légitimité se met à appliquer des méthodes coloniales, veut dire on peut pas exproprier des habitants comme ça pour mettre en place un projet commercial et qu'en plus ça passe sous silence et que rien n'est fait justement pour l'empêcher. Veut dire jusqu'où va aller l'autorité palestinienne dans cette guerre contre son propre peuple. Moi franchement, là je perds mes mots, j'ai même pas de quoi parler tellement l'information m'a assommé à l'instant. Ousmane. Écoutez, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ça fait très longtemps que pour moi l'autorité palestinienne comme le Hamas ont perdu toute crédibilité à mes yeux, tant leurs erreurs et leur capacité à complètement ruiner la résistance palestinienne et sa capacité à retrouver ses droits, tant ils sont allés loin dans ce sens-là. Donc ça ne m'étonne pas. Par contre, ça vient confirmer le fait qu'on ait laissé au fait le droit
d'une part à l'autorité palestinienne que de faire en fait la police sur le territoire pour le compte d'Israël d'une part, et d'autre part ça en dit long aussi, ce silence en dit long sur les partis pris, parce que si c'était Israël qui avait fait ça, là on en aurait entendu parler, je pense. On aurait entendu parler, on aurait crié au scandale, à bon escient d'ailleurs, sauf que là c'est l'autorité palestinienne. Non mais je pense que quand l'autorité palestinienne a violé les droits des Palestiniens, ça s'est aussi entendu. Je veux dire, quand il y a les cas de corruption entre le fils de Mahmoud Abbas qui ont été révélés par Al Jazeera, plus ses connivences avec carrément la société qui bâtissait le mur de séparation. Enfin, je pense pas que l'information aurait été passée sous silence. C'est juste que on va voir. Abir, allez-y. Oui. Vous permettez. Je vous en prie, allez-y. C'est juste pour ne pas porter l'amalgame. Donc, il faut dire que il y a un journal israélien qui a publié donc un article pour parler de ce problème. En quelque sorte, c'est pour sonner la zizanie et c'est pour faire apparaître les habitants du village comme s'ils vont se révolter contre l'autorité et que voilà, pour diviser pour mieux régner. Je corrige, attention. Donc, les habitants du village, ils n'ont rien contre l'autorité palestinienne, mais ils veulent uniquement à ce qu'on leur donne leurs droits et qu'on les chasse pas de leur village. Ils veulent surtout pas, en fait, si vous voulez, que ça se transforme en conflit interpalestinien et que les villageois, ils sont contre l'autorité ou ils veulent se révolter. D'ailleurs, ils ont écrit aussi un communiqué dans ce sens, si vous voulez, c'est de dire attention, nous, on veut uniquement à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on nous donne, on nous laisse tranquille dans notre village. Est-ce qu'ils ont eu des indemnités? Et s'ils veulent en fait construire cette usine, qu'ils la fassent un petit peu plus loin, et ne pas menacer, si vous voulez, les terres de ses habitants. Voilà. C'est la question que je voulais poser. Oui, est-ce qu'il y a eu des tentatives de négociation? Il peut y avoir une expropriation de la part de l'État sur un terrain, ou un territoire ou une maison, mais après il y a des procédures qui permettent déjà d'expliquer, de justifier et d'indemniser la personne expropriée. Est-ce qu'ils ont reçu des indemnisations? Est-ce qu'on leur a racheté leur terre en fait? Est-ce qu'on a est-ce qu'on leur a proposé d'aller habiter ailleurs? On leur a donné l'argent pour, enfin. Non. Malheureusement pour l'instant, apparemment, il n'y a pas eu de proposition ni quoi que ce soit. Donc voilà. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a eu du nouveau depuis tout à l'heure, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas eu de concertation avec les habitants du village. On leur a pas demandé leur avis et c'est pour cela ils sont mécontents, si vous voulez. Voilà. Mais ça en dit long aussi leur sur colère et voilà, et leur désaccord avec ce qui se passe. Ouais. Abir, si vous le voulez bien, avec votre autorité et avec votre bienveillance, on suit ce dossier parce qu'on aime bien suivre les dossiers quand même dont on révèle à la radio. Dès que vous avez donc des informations, vous avez le numéro, vous m'appelez et on vous passe. D'accord, Abir? Très bien, merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, Abir, merci beaucoup. Abir. Alors, oui, Ousmane, tu disais ça en dit long quoi? Je disais ça en dit long sur ce que je disais par rapport à l'autorité palestinienne et aux dirigeants arabes de manière générale. L'autorité, moi je veux que le peuple palestinien recouvre ses droits inaliénables. Mais je questionne c'est quoi le projet politique de ces gens-là, des dirigeants. C'est quoi qu'ils veulent? Et au fond, et quand on regarde en fond ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est avéré, je me suis dit mais ça en dit long sur on est là, vous vous battez soi-disant pour libérer votre peuple de la colonisation qu'ils subissent. Et si c'est avéré, faudrait qu'on regarde quand même les faits. Mais si c'est avéré d'exproprier de la sorte des habitants qui auparavant ont résisté à ceux contre qui vous résistez, bon voilà, c'est étrange. Donc, mais il faudrait voir quand même s'ils n'aient pas au moins proposé de racheter. Il faudrait voir le contexte global. Mais en tout cas, de manière générale, les dirigeants palestiniens ont besoin de revoir de fond en comble leur projet politique et leur projet de société. Ce pourquoi ils se battent et ils veulent que le monde entier se batte avec eux. Si c'est pour avoir des nouveaux dictateurs sur le territoire, c'est pas la peine. Allez, on accueille Monji qui nous appelle de Marseille. Salut Monji au 01 40 33 9000. Monji, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Ousmane, bonsoir Yasser. Bonsoir. Et Islam aussi. Il y a Islam aussi. En fait, moi je suis pas tout à fait étonné par cette information. En même temps, un État, sur de l'État même, il a le droit s'il respecte les règles d'exproprier des gens pour des projets, ça se fait dans tous les États du monde. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les gens sont choqués par l'attitude des Européens palestiniennes qui sont juste le continuum des systèmes des régimes arabes. En fait,
on sait bien, parce que moi j'ai pas compris tout à fait pourquoi Osman il parle du Hamas et de nos autorités palestiniennes qui les met dans le même sac, sachant que le Hamas elle a été élu, qu'on n'a pas voulu le reconnaître en 2006 et contrairement à l'autorité palestinienne qui est tout à fait illégitime et qui a été là mis pour avoir toutes les concessions possibles et imaginables. Moi je conseille un très bon ouvrage de notre ami Christophe Oberlin, le chemin de la cour. C'est ça qui est le plus grave, c'est que quand les autorités palestiniennes sont intervenues pour arrêter les poursuites devant au CPI contre les dirigeants de l'anticonstitutionniste suite aux attaques à la fois de 2008-2009 et surtout de 2014, parce que bon, moi, je veux dire et dernièrement aussi Christophe Oberlin, vous avez reçu et j'ai eu un entretien avec lui aussi. Et parler aussi des élections qui étaient prévues dernièrement. Oui, c'était le 7 octobre. Les Palestiniens ils l'ont annulé tout simplement parce que ils savaient que le Hamas il allait gagner, parce que le Hamas il n'a pas pu présenter des élections, des candidats directs sur la bannière du Hamas, mais des techniciens. Et c'est pour ça, moi je suis un peu étonné que Osman met les deux dans le même sac, sachant que le gouvernement de Hamas il est sur le blocus et nous on est dans notre confort et c'est un état de guerre et c'est pas là, on gère pas les choses. Très bien, Mondjé, alors on est en état de guerre. Ousmane, sur le fait que tu mettes les autorités palestiniennes et le Hamas dans le même sac. Bah c'est les élites. En fait, moi j'étais pas rentré. Merci Mondjé en tout cas. Merci beaucoup. Mais je ne confonds pas l'autorité palestinienne entre guillemets, enfin l'OLP et tout ça, avec le Hamas. Je sais très bien que c'est pas pareil. Ouais. Mais en tous les cas, l'état de crise et l'abîme et l'impasse dans laquelle se trouve le peuple palestinien est dû à ces élites, Hamas. Très bien. Et OLP confondus. C'est dans ce sens-là que je dis les choses. Et même le Hamas. Il y a des choses à redire sur sa gestion politique. Oui. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. En tout cas, voilà. Information qu'on va suivre de très près dans un instant. On est de retour avec Islam qui va donner le code de sa carte bleue à Yasser dans un instant. À tout de suite. Le grand forum, messieurs dames, avec Ousmane Timera, Yasser Louati, Islam Saïli qui est avec nous sur France Maghreb 2. Islam qui ne veut pas donner son code de carte bleue. Bizarre. Pour quelqu'un qui a rien à se reprocher. Non, mais au moins son, je sais pas, son code d'accès à ses emails et ah non, pourquoi je te le donnerais à toi? Pourquoi je te donnerais? C'est quoi ton projet derrière? Parce que le projet du gouvernement, c'est justement de nous protéger. Voilà. Oui. Ah ouais, ça a marché. Hein. Bah oui, ils ont même 240 pas morts, ça a marché. On est vachement protégés. Hein. État justement, il faut ça pour nous protéger. Justement. Bien sûr. C'était pas avant le Bataclan. C'est vrai. Toi, si je te donne mes identifiants, c'est pour faire quoi? Pour te protéger aussi. Ben non, mais moi je te fais pas confiance pour me protéger, toi t'es qui? Mais moi je milite pour les droits de l'homme. Tu milites pour les droits et moi je prends des risques contrairement à d'autres. D'accord, j'en doute pas, mais toi tu représentes pas une institution, là ils représentent l'institution, c'est-à-dire l'État. Donc eux si je leur donne, c'est pour des raisons, voilà, il y a des lois, je suis protégé par des lois. Moi, déjà lu si je te donne des trucs, je serais pas protégé par des lois. Tu sais que quand il y a... Est-ce que t'as lu 1984 de Georges Orwell? C'est intéressant ce débat. Venez messieurs dames, 01 40 Au-delà de ça, Islam, tu sais quand quelqu'un vient écoute à ta porte, ça ne te dérange pas. C'est qu'il n'y a même pas de mandat. Si je veux dire là maintenant la surveillance, c'est même pas on passe devant un juge. On le fait sans demander ton autorisation. Ça veut dire demain on veut fermer ta page Facebook parce que tu as proféré des commentaires politiques, on va le faire. N'oublie pas ce qui est arrivé à comment s'appelle l'IS Breaker. Du jour au lendemain, il s'est mangé une perquisition, puis on a fermé son compte Facebook ou sa page Facebook. T'étais pas encore né à l'époque, franchement, j'en arrive à dire ça, bref. T'étais pas encore né à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle les écoutes de l'Elysée, sous Mitterrand. Ouais, ok. Mitterrand avait dit on va mettre sous surveillance les Irlandais parce qu'on leur reprochait les attentats terroristes. Tu sais qu'est-ce qu'on a mis sur écoute? Edoui Plenel, des avocats, des célébrités. Ça dérive automatiquement. Donc si maintenant moi je te dis on est capable d'avoir des informations pour demain te faire chanter ou te faire taire ou te mettre la pression. Maintenant tu as un compte via Facebook qui est public. T'es plus une personne inconnue. T'as combien de membres, de followers Bientôt 50 000. Combien? Bientôt 50 000. Bientôt 50 000. Et donc, tu ne peux pas te dire qu'à l'instant, que ta vie maintenant privée, il faut la protéger. T'aimerais que demain, toi, une des personnes qui te suivent, sache ce qui se passe chez toi. Mais elle le saura pas, elle. Mais comment tu peux ne pas le savoir si c'est une personne qui te suit et qui appartient au gouvernement? Comment? Ah bah si elle appartient au gouvernement, ouais, après... Et si cette personne du gouvernement ne te suit pas dans le cadre d'un travail qui est lié par exemple à lutter contre le terrorisme, tu fais comment?
Non, mais Et c'est attends. déjà arrivé. C'est pas Alors, c'est déjà arrivé, mais Alors on va donner la parole à des auditeurs qui sont là aussi. Tiens, un certain Tarek qui est auditeur. Bonjour Tarek. bonjour Tarek. Bonjour à tout le monde. Un certain Tarek. Elle est bonne celle-là. Vous êtes peut-être un peu jeune et vous n'avez pas le temps de tout découvrir, mais vous savez que Yasser vient de parler des écoutes de l'Élysée. Non seulement il y a eu l'affaire des Irlandais de Vincennes, mais il y a eu aussi à l'époque un grand écrivain qui s'appelle Edern Allier, qui était en train de préparer un livre sur la vie secrète du président donc François Mitterrand, et il était en train de faire découvrir à l'humanité entière que monsieur le président Mitterrand avait une maîtresse avec laquelle il vit depuis plus de 20 ans, avec laquelle il a une gamine qui à l'époque avait à peu près 14 ans, que le président Mitterrand voulait la cacher parce qu'il voulait pas savoir tout ça, et ce monsieur Edern Allier qui a fini par mourir, hein, nous mourrons tous mais on ne sait pas comment il est mort, a été donc sur écoute pendant des années. Et on va reculer un peu plus loin. Vous savez qu'il y a un président américain qui s'appelle monsieur Nixon et qui a vécu une affaire qui s'appelle la Watergate. Et dans cette affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Comme aujourd'hui entre Hillary Clinton et Trump, pendant des mois, il a écouté les adversaires qui vont se présenter contre lui pour l'élection. Et il a fini par démissionner parce que la loi constitutionnelle un peu partout dans le monde interdit. Et je vous rajoute une troisième, comme ça vous allez faire un grand tour sur Wikipédia ce soir. Regardez ce qu'on appelle l'opération plombage du canard enchaîné. Le canard enchaîné a décidé de changer de siège social et de construire un nouvel immeuble. Et un matin, il vient tôt, vers 5 heures du matin, c'était pas prévu, et il trouve des plombiers. Et les plombiers étaient des flics qui étaient en train de foutre des micros dans tous les locaux du canard enchaîné, de manière à ce que quand il y a une information qui arrive au canard enchaîné ou que les journalistes parlent entre eux, avant même que le journal sorte, voilà ce que ça, on sait ce qu'il y a, et donc éventuellement on fait pression sur les témoins. Et donc, si vous voulez, l'État dans une démocratie n'a pas le droit de considérer comme si les 60 millions des Français étaient potentiellement donc terroristes. Et la question qu'on peut poser, est-ce que le principe de présumé innocent prime en droit, ou est-ce que c'est le principe présumé coupable qui prime? Moi, la question que je vous pose, c'est là. Pour vous, est-ce que quelqu'un qui marche sur la rue que vous voyez, pour vous, est-ce que c'est un citoyen innocent qui marche sur le trottoir, ou est-ce que c'est un citoyen qui pourrait se révéler peut-être terroriste? Voilà la question que je vous pose. Bah la question Islam, alors déjà je suis ni policier ni enquêteur ni dans la brigade antiterroriste, donc je peux pas faire la différence entre un citoyen qui marche et un citoyen qui prépare un attentat. Mais encore une fois, c'est pas ça la question. Bah c'est ce qu'il disait à la fin, la dernière question c'était ça. T'as dit est-ce que c'est potentiellement, t'as pas besoin d'être potentiellement. T'as pas besoin d'être flic pour te poser la question. Hein. Potentiellement, je sais pas, moi je sais pas. Est-ce que moi potentiellement je suis un terroriste? J'ai pas une formation de policier pour savoir si. Mais t'as une tête, cousin, t'as pas besoin d'être. J'ai une tête, tu réfléchis. D'accord, qui est potentiellement un terroriste déjà comme citoyen? Non mais la question c'est pas ça. La question c'est est-ce qu'une personne est d'abord innocente avant qu'on la déclare coupable, ou est-ce qu'elle est coupable avant qu'on prouve son innocence? Ah non, innocente d'abord. Voilà. La présomption mais quand un État se met à surveiller tout le monde, c'est qu'il pense que potentiellement on est tous coupables. Parce qu'en fait, moi je comprends pas vos arguments. Moi j'ai pas dit que j'étais contre le fichier test ou tout ça. Moi je suis ni pour ni. Tu découvres en fait. Voilà, je suis ça de loin. Après, moi vous m'avez dit des arguments. Bah vas-y, si t'as rien à te cacher, donne-moi tous tes codes. Bah non, je vais pas donner mes codes à un inconnu. Et mes codes, si l'État a mes codes, ça me dérangerait moins qu'un inconnu ait les codes. Ensuite, vous me sortez des exemples. Et d'accord, Watergate, Mitterrand, canard enchaîné. Ok, d'accord. Mais ça c'était des trucs. Voilà, déjà des écoutes illégales, il me semble. Et en plus de ça, il y avait un projet derrière qui était malsain. Là, le projet, c'est la sécurité. Donc c'est ce qu'on vend, ça. C'est ce qu'on vend. C'est ce qu'on vend. Ok, d'accord. Mais vous comprenez alors mon scepticisme quant à vos exemples, parce que vous me sortez des exemples où le projet est déjà mauvais. Là, le projet, c'est la sécurité. C'est regarde, ok, on va de toute façon, quelqu'un. Encore une fois, je suis pas pour le fou. Non, moi je comprends bien, mais ta question elle est bonne, hein, comme tes interrogations sont bonnes. Après tout, on est censé faire confiance à l'État. On vote pour eux. Ils sont là pour nous protéger. Attends. C'est de quoi on fait confiance? On est censé. Après, j'allais te poser aussi à toi la question. On est censé, il a dit. On est censé faire confiance. Donc toi, tu dis après tout qu'il y a des fonctionnaires
surveillés par des règles qui s'imposent à eux, et de toute façon, voilà, ils agissent pas n'importe comment, et accès à mes données, cool, de toute façon, je sais qu'ils font ça dans le cadre de la loi, c'est ce que tu dis. Exactement. Très bien. Est-ce que nous, on peut faire confiance de prime abord à l'État? Est-ce qu'on pense que l'État est coupable de prime abord? Mais d'abord, l'État, c'est un ensemble d'individus. Ouais. C'est des êtres humains. C'est une institution aussi. Voilà, c'est une institution qui est gérée par des hommes et des femmes. Ouais. D'accord? Donc, pour moi, la relation avec l'État, elle est en train d'être inversée. Donc là, on a l'État qui vous dit, vous, citoyens, avez l'obligation d'être transparent et de ne rien cacher. Par contre, moi, l'État, je me réserve le droit d'agir en toute opacité, bien que nous ayons un système politique qui ne fait que promouvoir les plus corrompus parmi nous, où nous avons constamment des violations de la séparation des pouvoirs. Paul Bismuth en sait quelque chose d'ailleurs. Pardon? Paul Bismuth en sait quelque chose. Exactement. Nous avons un État qui alias Sarkozy, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a quand même une révélation, je sais pas depuis quand date l'article, ce matin dans le monde.fr, on avait Rachida Dati qui se plaignait du fait que NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, avait eu une conversation avec Bernard Squarcini, l'ancien numéro 1 du renseignement, et NKM demandait à ce que Squarcini fasse mourir politiquement Rachida Dati. Et là, c'est entre une candidate des Républicains qui parle avec un ex-responsable des renseignements contre une personne qui est de son même camp politique. Donc on voit bien qu'il y a un mélange des genres qui est toxique. Ouais. Et là, ce que j'aimerais quand même souligner, Islam, je sais que t'es pas sensible et c'est ta génération, c'est tout à fait normal. Je te rappelle que pour ceux de ton âge qui pensent qu'il n'y a plus de vie privée, que ça sert à rien, que c'est has-been, je te rappelle que le patronat, parce que c'est des conversations que j'ai eues maintes et maintes fois avec des personnes de tout âge. Donc j'ai à peu près le profil type. Je te rappelle que le patron de Facebook, lorsqu'il a acheté sa villa, il a acheté toutes les villas mitoyennes, justement pour protéger sa vie privée. Et que lorsque tu as un type comme Zuckerberg, qui te dit il y a plus de vie privée et que lui se met à protéger la sienne, il y a quand même des questions à se poser. Et n'oublie pas, plus j'en sais sur toi, plus tu es vulnérable. Est-ce que ça ne te dérange pas d'être vulnérable vis-à-vis de gens sans visage, sans nom, qui peuvent s'immiscer dans ta vie privée, celle de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis, et le jour où tu auras le malheur de poster un commentaire politique, que ce soit en soutien de la Palestine, ou contre l'islamophobie, ou avec les mouvements sociaux, ou contre le gouvernement, le jour où tu oses faire ça, on te tient pas la ceinture, pas la barbichette, d'accord? On va pas dire autre chose. Et que tu pourras plus rien faire parce qu'on en saura tellement sur toi que toi tu sauras rien sur les personnes en face de toi. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est pas une question de oui mais ils agissent sous le coup de la loi, ils n'agissent pas sous le coup de la loi. Ils n'agissent pas. Qui n'agit pas sous les coups de la loi? Parce que je pense que le mec qui va m'écouter, ça sera pas Nathalie Kosciusko-Morizet, ça sera pas Nicolas Sarkozy, ça sera des mecs justement des fonctionnaires qui sont payés et formés pour faire ça. Par rapport à toi. Qui ont un profil. Non, par rapport à moi. Mais après vous me sortez encore une fois l'exemple de Zuckerberg, il pèse des milliards et des milliards, on va pas me surveiller comme on surveille Zuckerberg, tu vois. Donc t'as pas compris. Non, je comprends la métaphore. Tu le fais exprès. Non, je te dis, il y en a un qui a carrément acheté toutes les villas mitoyennes à la sienne. Il avait plus de vie privée. Mais pour protéger sa vie, toi tu me dis. Après, il y a une différence entre les États-Unis et la France. Excuse-moi, moi on est relativement dans un pays de droit, voilà. L'état de. C'est pour ça qu'il y a des Samba Traoré qui se font tuer. Non. Mais t'es sérieux? L'état de droit. D'accord, mais on n'est pas là. T'étais encore sous état d'urgence. Je sais. Qu'on a perquisitionné 3600 familles. Je sais aussi. Qu'on a tabassé des pères de famille sans preuve. Je sais, mais moi. Qu'on a assigné. Vas-y, ça sert à rien de parler, là. Non, mais quoi, ça sert à rien de parler? Si, il faut parler. Moi, je dis juste que je comprends pas en quoi c'est super dangereux parce que vous me sortez des exemples, encore une fois, vous me parlez de politiciens qui ont dit, ouais, on va faire mourir Rachida Dati. Ok. Mais c'est pas Nathalie politiquement, je précise. D'accord, mais c'est pas Nathalie Kosciusko. De toute façon, je vais pas être dans la politique, mais c'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui va m'écouter. Non, mais pardonne-moi. Un simple conseil, Islam. Maintenant, t'as un compte public Facebook, t'as près de 50 000 followers. Prends conscience que t'es une personne publique et que t'as une vie privée à protéger. C'est tout ce que je te dis. Je suis d'accord avec vous. Bon, on accueille Mohamed, si vous permettez. Mohamed, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Écoutez, je vous appelle à ce sujet même et j'avoue que ce qu'a dit Islam, là, je suis carrément outré. Parce que je pose des questions, je dis pas. T'as foutu le bazar dans l'émission Islam aujourd'hui. Au moins ça ramène un peu de piment. Il m'a rendu fou là. Y a pas un bâton dans le studio là. Non, je pose des questions. J'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Je pose des questions. C'est tout. Tu as le droit. La parole intervient. Bien sûr, évidemment. Bon alors Mohamed, qu'est-ce qui t'a interpellé alors?
Bah, ce qui m'interpelle, c'est qu'il part avec une idée déjà complètement fausse, c'est qu'il est raisonnable de penser que l'État respecte des limites. Moi, je te dis, l'État ne respecte aucune limite du moment qu'il trouve pas de barrière. C'est ça le problème. C'est toute l'histoire des sciences politiques, ça. Bah, pardon? Et toutes les sciences politiques sont basées sur ce que vous venez de dire. Ouais, sans doute. Il faut limiter l'État. Moi, c'est par l'expérience. Il n'y a pas un État au monde qui va raisonnablement dire oui, là, j'ai pas le droit de le faire, donc je le fais pas. C'est parce qu'il trouve une barrière qu'il va pas le faire. Il y a pas autre chose. Donc, tous ces garde-fous, les gens qui mettent des lois et tout, c'est pas pour rien. C'est parce que ils savent très bien que dès qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir entre les mains, il va forcément en abuser s'il n'a pas de limite en face de lui. Ensuite, des exemples. Islam, il paraît que non, tu commences à avoir un peu d'influence autour de toi. Si demain t'as des trucs à cacher, je sais pas moi, genre une maîtresse quelque part ou j'ai pas de femme, quelque chose dans ta vie privée. Ça viendra, mon ami. Tu veux que je cache une maîtresse, mais pourquoi à chaque fois c'est une maîtresse, je comprends pas. Ouais, voilà. Ça c'est deux fois que j'entends ça là. Parce qu'on est des mecs, mon ami. Non, mais enfin, de toute façon, ça s'est déjà vu, donc tu serais pas le premier ni le dernier. Mais par exemple, que tu commences à avoir un peu d'influence et que en face, il y a des gens qui puissent te faire chanter avec ça pour empêcher toute ton action politique qui soit même très positive, mais à cause de ces affaires-là, pour pas perdre, par exemple, ta femme ou perdre ta famille ou je sais pas, ou ta réputation en général, tu vas t'empêcher d'agir politiquement. Voilà à quoi ça peut servir. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est le dernier. Le dernier. C'est que de tout temps, l'État a toujours utilisé les services pour des fins non légales. C'est l'évidence. Le pire, c'est que ça puisse devenir légal. Donc, je parlais d'adultère. Il y a plusieurs fois des services où des policiers ont mis des armes chez des gens qui perquisitionnaient pour les accuser de détenir des armes, par exemple. Et par exemple, moi demain, s'ils ont je vais te donner, par exemple, toi, ton mail, s'ils ont ton code de mail, ils vont envoyer un mail belliqueux en ton nom, et ils vont te dire, ouais, c'est lui qui l'a envoyé, regardez, c'est un mec dangereux. Et ça existe, hein, je peux te le dire. Ah oui, ça existe largement. Et ils vont te dire, voilà, ce mec-là, il est dangereux, il est pas crédible, il faut l'enfermer. Ouais. Donc moi, c'est cette mentalité de soumission, déjà qui est en toi, qui me fait peur, en fait. C'est pas de soumission, il y a une différence entre soumission et faire confiance. Enfin, après, faire confiance, c'est certes ne pas être aveugle. Moi, j'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Encore une fois, moi, je me pose des questions. Donc déjà, ça prouve que je suis pas soumis. J'aurais pu tout à fait me soumettre à l'avis de Yasser parce que je connaissais pas le sujet. Justement, vu que je suis pas soumis, je lui ai posé des questions pour comprendre, pour éclairer un petit peu mon incompréhension. Pourquoi tu poses des questions à l'État? Comment? Et pourquoi tu poserais pas des questions à l'État qui lui va te surveiller? Parce que je viens d'apprendre tout ce que tu viens de dire. En fait, c'est tu vas le faire? De quoi? Mais je vais quoi? J'ai pas le numéro de l'autre. Bah si, tu vas faire une vidéo là-dessus, mon ami. Fais une vidéo, mon ami. Et tu seras surveillé pour de bon. Je vais faire une vidéo sur le test. Et puis on verra. Merci Mohamed en tout cas pour ton avis. Au 01 40 33 9000. Mais Islam vit encore dans le monde du bisounours, c'est pour ça. Mais non. On n'a pas dit ça. C'est juste qu'il est très. Je suis pas naïf non plus. Je pose des questions. J'ai pas dit que j'étais pour. J'ai pas dit que je leur. Mais c'est très bien de poser des questions, mon ami. C'est très bien. Moi, pour être plus sérieux. Ouais. Donc on n'a pas été jusqu'à maintenant. En ce qui me concerne, parce que j'ai beaucoup rigolé sur ce sujet-là, c'est bien de être sérieux, rigoler, l'atmosphère. Surtout quand tu parles des maîtresses. Oui, surtout. Ouais. La maîtresse d'école. Oui. Bien sûr. Bah oui. Mais pour être plus sérieux, moi je parle même en termes de principe. Pas par rapport au risque peut-être que je cache quelque chose ou pas. Alhamdoulilah, j'ai rien, en ce qui me concerne, j'ai rien à me reprocher. Mais sur le principe même, moi je parle en tant que citoyen français et aussi en tant qu'homme de foi. D'accord. Personne, quiconque veut tout savoir sur quiconque, se donne des droits divins. Il veut devenir Dieu sur la tête de tout le monde. Et c'est pas normal. C'est, à un moment donné, si on accepte cela, c'est perdre notre humanité. Un point, c'est tout. Okay. Il n'est pas normal qu'un individu quelconque ait des informations, surtout, et n'importe qui, à n'importe quel moment, et pouvoir s'en servir contre nous. Mais de toute façon, ils vont pas surveiller tout, n'importe qui. Non, c'est le principe. Même l'État n'a pas le droit d'avoir ça. Parce que vous m'avez posé des questions. Je vais vous poser des questions. Imaginons demain, il y a un attentat. Oui. Voilà, il y a encore, on va dire pire, 500 morts. Est-ce que vous verrez dire aux familles des victimes, certes, si on avait eu accès au fichier test, on aurait pu éviter tout ça, on aurait pu les interpeller avant même qu'ils aient le projet de faire l'attentat, mais pour des raisons d'éthique, de droit et de liberté, on a préféré ne pas, suivre leur vie, les surveiller. Pour commencer, jamais la surveillance n'a prévenu à l'attentat. C'est jamais arrivé. Deuxièmement, les attentats arrivent. Parce qu'il n'y a jamais eu comme le fichier test. Non mais. Mais ils étaient fichés, ceux qui ont posé les bombes. Ceux qui étaient qui ont agi ont été fichés. Troisièmement, c'est que les attentats arrivent même sous les pires états policiers qui ont tous les moyens de surveiller et qui n'ont qui ne rendent compte à personne.
Ce qui fait la différence, c'est le renseignement terrain. C'est ça qui fait la différence. Sauf que le renseignement terrain a été terrassé, et le maillage du territoire a été vraiment dézingué, il reste plus grand chose, et maintenant on tente de faire croire que par la technologie, on va prévenir les attentats. D'une, on prévient pas les attentats, mais on prévient l'émergence d'une conscience citoyenne, puisque les gens, une fois qu'ils se savent observer, ils changent leur comportement. Toi-même, tu l'as dit, quand tu es chez toi, tu sais que t'es pas observé, ton comportement n'est pas le même que lorsque tu es à l'extérieur. Tu pourras demander, par exemple, aux Tunisiens, sous l'ère Ben Ali, ils avaient tellement intériorisé la peur de la surveillance de Ben Ali que même ici en France, dans les marchés, la rumeur courait que Ben Ali avait des espions qui espionnaient les Tunisiens à l'étranger. Donc les gens vivaient dans une peur vraiment qui était permanente. Donc maintenant que tu dises, il y a eu des attentats, à chaque fois qu'il y a eu des attentats, c'est parce qu'il y a eu des défaillances humaines. C'était pas du renseignement qui était lié à la technologie. Continue ou pas? Et le pire dans tout ça, c'est qu'un certain nombre de ces individus qui ont posé des bombes étaient fichés, ont été suivis et étaient plus ou moins surveillés. Le cas, par exemple, du Bataclan, il y a eu une défaillance énormissime. Parce qu'il y a eu déjà des menaces qui existaient sur le Bataclan depuis belle lurette. Et des questions sont posées. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas agi en conséquence et surveillé le lieu qui était menacé? Ce qui n'a pas été fait. Mais ils n'ont pas dit clairement qu'ils allaient menacer le... non, ça a été dit. Ils ont attrapé des gens. Ils ont dit, écoutez, Al-Qaïda voudrait attaquer un endroit où il y a un concert. Où on fait des concerts. Et à un moment donné, il y en a qui ont peut-être le Bataclan. Ah non. Il y avait une possibilité. Bon, après qu'on peut toujours faire le monde. Mais la question, c'est attentat ou pas. Et les principes qui sont inaliénables. C'est ça que je veux dire. On ne doit pas profiter de la terreur des attentats pour pouvoir aller au-delà des droits, somme toute, qui font un état de droit. Surtout pour rien, parce que c'est pas ça qui va assurer notre sécurité. C'est ça le pire. Donc surveillé, il faut pas oublier de faire bousiller à n'importe quel moment. Et puisque tu parles d'attentats, il faut quand même aller à la source politique. La source politique des attentats, c'est que les attentats, c'est quoi la logique? C'est quoi? On a guerre, terreur, contre-terreur. Ouais. Mais les perdants à chaque fois, c'est le petit peuple qui envoie ses enfants faire la guerre au nom des riches et de leurs intérêts, et ensuite c'est encore le même petit peuple qui perd ses libertés. Alors, messieurs, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus longuement, mais on n'aura pas le temps malheureusement. Mais je voulais quand même une petite réaction sur le discours du roi Mohamed VI hier prononcé. Et c'est une première depuis Dakar au Sénégal. Discours donc à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche Verte par le roi Mohamed VI, qui a appelé d'ailleurs le futur gouvernement à accentuer ses relations avec les pays de l'Afrique, et le Maroc entend en tout cas prendre sa place à part entière au sein de l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest. Une bonne chose. Faudrait déjà connaître la teneur du discours. Oui. Il dit quoi exactement? Alors, il dit effectivement que il appelle. Il dit plein de choses dans ce discours qui a été assez long. Donc hier soir, donc un moment historique, hein, donc par le fait que donc il se soit prononcé donc à Dakar. Et c'est une première, je rappelle, c'est très important. C'est à l'occasion d'une visite officielle donc qu'il a démarré hier. C'est un discours qui est d'ailleurs assez traditionnel, hein, que prononcé à chaque année à l'occasion donc de cet anniversaire de la Marche Verte. Discours historique puisque prononcé, je le rappelle, donc en Afrique à Dakar, hors du territoire marocain. C'est un signal fort que qualifie en tout cas la presse marocaine et envers notamment les Sénégalais et du continent africain. Le roi Mohamed VI a notamment longuement évoqué par exemple le retour du Maroc au sein de l'Union européenne, africaine pardon, un retour retrouver sa place donc naturelle, un retour qui couronne la politique africaine du royaume. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a également parlé également de l'intention du royaume par son retour donc au sein de sa famille continentale de défendre ses droits concernant son intégrité territoriale. Le roi Mohamed VI a aussi appelé le futur gouvernement marocain, comme je disais tout à l'heure, à considérer l'Afrique comme une priorité dans son programme. D'accord. Voilà, en gros ce qu'a déclaré et dit hier le roi Mohamed VI. En tant que, je me permets en tant que africain, en tout cas d'origine africaine, si j'étais marocain, je saluerais
ce discours. Après tout, somme toute logique que un pays ait de bon voisinage avec tous ses voisins et en l'occurrence avec l'Afrique de l'Ouest. Toujours en tant que, si je regarde la géopolitique marocaine, c'est un redéploiement, effectivement, peut-être un changement même de priorité, parce que le Maroc était quand même beaucoup tourné vers l'Europe, a même essayé d'intégrer l'Union européenne sans succès. Pour moi, c'était d'ailleurs une bizarrerie, quoi. Une farce. Moi, oui, enfin, je sais pas pourquoi. Et donc, le fait de dire, bon, peut-être qu'il serait temps de se tourner vers nos partenaires naturels, je pense que c'est une bonne vision, une bonne solution, et de renforcer les relations commerciales, sécuritaires, diplomatiques et autres. Après, du point de vue africain, je pense que les pays africains, en l'occurrence le Sénégal, mon pays d'origine, se doivent de voir, déjà d'accueillir cette nouvelle, mais c'est pas une grosse nouvelle, hein, parce que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont somme toute assez cordiales et il y a beaucoup d'échanges entre eux. Mais je pense qu'en tout cas, le Sénégal se doit d'être aussi un pays fort dans la région et de ne pas effectivement agir en fonction des intérêts d'autrui. Le Maroc ne respectera les pays d'Afrique de l'Ouest que si les Africains, notamment de l'Ouest, savent défendre leurs intérêts, avoir une vision pour l'ensemble de la région et cesser d'être les faire-valoir de la France. Ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on a la souveraineté. Yasser, un petit mot rapide. Je rejoins là-dessus Ousmane. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose que le Maroc en fait s'engage dans des relations, on va dire, plus africano-africaines et que le Maroc joue pleinement son rôle. Maintenant, c'est vrai que ça soulève aussi des questions par quelle méthode? Ouais. Est-ce que c'est pour justement faire dominer les intérêts marocains sur ceux des populations locales et nous faire de l'impérialisme inversé? Dans ce cas-là, non, moi je suis absolument contre. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit des relations d'égal à égal où tout le monde est gagnant? Pour l'instant, on savait qu'il y a une démarche qui vient du Maroc et c'est encore une fois, c'est tant mieux, c'est une très bonne chose, mais il faudrait aussi qu'il y ait des initiatives dans l'autre sens, des pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'engagent justement vis-à-vis du Maroc, mais aussi du Maghreb en général. Dans un instant, désolé, j'ai pas le temps de donner la parole là-dessus. Dans un instant, coup de cœur, vos coups de cœur, messieurs, et un petit j'aime pas tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. En même temps, cette émission sert aussi à ça, à parler des sujets qui nous concernent tous, parce que le sujet abordé par Yasser Louati aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque c'est tout le monde qui va être finalement on sera tous des mecs de Tess. Voilà, c'est ça. Bravo. Pas mal. Elle est bonne. Absolument. Donc, quoi qu'il en soit, finalement, les interrogations de Islam et les arguments de Ousmane et de Yasser ont dû certainement, j'en suis sûr, vous faire réagir. Quoi qu'il en soit, on peut continuer d'en parler parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ce sujet. Tu sais que c'est comme ça que Martin Luther King aussi, on a essayé de le lui faire à l'envers. Qu'est-ce qu'il a fait? Martin Luther King? Ouais. Le responsable de la CIA avait des enregistrements de lui. Ouais. Parce que il était pas clean, hein, le monsieur. Après les débats, il faisait des ébats. Ah. Et donc du coup, on lui a envoyé les enregistrements à sa femme pour le faire chanter en lui disant que t'es un gros porc, tu vas voir, pas de prix Nobel, compagnie, etc. Donc voilà, ça sert à ça aussi quand on a des opposants à les faire chanter. Alors là, en l'occurrence, lui, il avait un gros défaut. Il y en a qui n'ont pas de défaut et on le leur invente. C'est ça. Allez, on passe au coup de cœur, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Allez, on va commencer par qui? Tiens, on va commencer par Islam. Allez, Islam, c'est à toi. Moi, je voudrais juste parler d'une petite vidéo qui tourne, mais pas trop non plus, mais qui tourne un petit peu en ce moment sur Facebook. C'est un jeune Argenteuil qui s'appelle Malek, qui était présent sur la dalle d'Argenteuil face à Alain Juppé. Et en fait, voilà, je voulais juste saluer un petit peu son courage, parce que c'est vrai qu'il s'est pas démonté face au du PS là, le petit gars là. Ouais, je me rappelle, j'ai vu ça à la télé. Ouais. Et ouais, bon, après, peu importe par quelle partie, auquel parti il appartient. Voilà. C'était pas une insulte par le PS. Non, du tout. Justement, j'allais le dire. Et non, moi j'ai apprécié justement son courage et c'était très vaillant de sa part de se dresser face à Juppé et de lui poser plein de questions, parce que c'est vrai que Juppé était censé venir pour rencontrer les habitants et au final il a rencontré que des journalistes qui viennent de Paris en plus, qui viennent pas d'Argenteuil. Et en plus de ça, après derrière il y a un autre jeune, voilà, aussi un rebeu et tout, qui est venu parler.
et pour lui dire oui non Juppé est venu pour ça, pour essayer de le contredire et un petit peu l'humilier, et il s'est avéré que le jeune qui est venu pour l'humilier était un mec qui travaillait au cabinet de Georges Motron qui est un proche d'Alain Juppé. Et le gars était, heureusement que le gars était au courant, le jeune Malek était au courant de ça, il a dit ok mais pour votre information, ce gars-là travaille au cabinet de Monsieur Motron, quoi. Et au final, il y avait une sorte de conférence et le jeune s'est vu. Enfin, ils disent non, vas-y, t'es bienvenu, tu pourras venir assister à la conférence et tout. Et au final, il a été refusé par la sécurité. Et je fais un gros check, quoi. Ok. Alors, Yasser. Bah écoute, c'est excellent ce qu'il vient de dire. Non mais ton coup de cœur en fait. Non, mon coup de cœur, c'est concernant le collectif La Chapelle Debout qui vient en aide permanente, et je salue leur courage, leur travail pour ce qu'ils font auprès des réfugiés et des migrants. Donc, je sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a aussi une répression non seulement des réfugiés et des migrants, mais il y a aussi une répression de ceux qui leur viennent en aide. Oui. Donc, il y a un camarade qui s'appelle Oussam qui a été tabassé par la police et qui se retrouve lui-même jugé. Donc bien sûr c'est facile maintenant, outrage à agent, on fait dire ce qu'on veut à n'importe qui. Donc là il y a un appel au rassemblement ce mercredi de 9h à 14h, place du Châtelet à Paris, pour soutenir tous nos amis qui passent au tribunal de grande instance et défendent leur droit de manifester. Donc il faut pas oublier que on est en plein état d'urgence, que pendant qu'on tolère les manifestations des policiers armés et cagoulés, on est en train d'interdire les manifestations de celles et ceux qui veulent seulement manifester pour rester dans un pays de droit et encore avec un minimum de liberté. Donc, rassemblement mercredi de 9h à 14h, place du Châtelet à Paris. Ousmane, Timira. Mon coup de cœur ou... Oui, coup de cœur, oui, on y va. Hein. Moi, mon coup de cœur, il n'est pas très important en tant que tel. En fait, je voulais parler de François Hollande et du fait qu'il a avoué qu'il a autorisé des attentats ciblés. Mais c'est pas un coup de cœur, ça. Mais ça me... C'est un coup de cœur envers son honnêteté, quoi. Ouais, oui, envers... Oh, merci. Merci de me sauver, au fait. C'est un coup de cœur envers son honnêteté et sa stupidité. Une stupidité qui nous permet quand même de dire la chose suivante. On ne peut pas lutter sérieusement contre le terrorisme d'associations de malfaiteurs si les États eux-mêmes font le même type de terrorisme dans d'autres territoires. Ça n'est pas possible à un moment donné, déjà de balancer ce secret d'État à deux journalistes. Je trouve ça honteux, des choses qui se disent pas. Mais quel secret? C'est qu'il a vraiment autorisé les attentats. Ah, il l'a fait. C'est des attentats. Lui, il dit des attaques ciblées. Mais tout dépend de quel point de vue il faut lire le livre, parce que c'est vrai que ce livre a été bien instrumentalisé par la presse, et ils ont sorti en fait 2-3 phrases de leur contexte, mais mais ça il l'a fait. Oui, certes. Et d'ailleurs, il y a un certain Lelouch là qui demande la destitution du président de la République au Parlement parce que il aurait révélé des secrets d'État, quoi. Mais au-delà de la France, parce que Barack Obama aussi a été le champion du monde des bombardements par des drones. C'est-à-dire, on attaque des gens. Alors, parce qu'on considère qu'ils nuisent à la sécurité de notre pays ou autre chose, c'est une chose, mais au nom de quoi est-ce qu'on dispose de la vie de certains, qu'on les tue, et quand on les tue d'ailleurs, il y a aussi des dommages collatéraux, et qu'on s'attende à ce que ces gens-là nous envoient des fleurs. Je veux dire, dans quel monde on est? Et d'où le refus des États-Unis et d'un certain nombre de pays de définir ce qu'est le terrorisme. Parce que si on définit le terrorisme, on y met aussi le terrorisme d'État. Et on questionne les origines du terrorisme. Ça ne justifie pas le terrorisme, mais dire que le terrorisme que nous subissons est la conséquence du désordre mondial dans lequel nous nous trouvons, dans lequel il y a des pays qui disposent de la vie et de la mort de certains, je trouve ça extrêmement grave. Et qu'on puisse en parler comme ça à deux journalistes avec cette légèreté, ça en dit long. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur parce qu'au fond... Ah bah non, ils ont pas besoin de fichiers là-bas. Là-bas, on te cible. Mais je trouve ça dommage parce que au fond, c'est 2 poids 2 mesures. On n'a aucun respect pour la vie humaine. On a de respect pour la vie de ceux qui nous concernent et qui nous ressemblent, qui ont la même couleur de peau que nous. Mais ceux qui sont en dehors de nos frontières ou qui n'ont pas la même couleur de peau, on n'en a rien à faire de leur vie. Des gens se font tuer en plein milieu d'un mariage, c'est parce que tout simplement on a estimé qu'il y avait peut-être un terroriste, quelqu'un qu'on considère être un terroriste, caché là-bas. Et toute la famille meurt. Voilà, donc je profite de cela, je trouve ça dommage.
c'est pas un coup de cœur parce que je voulais parler d'une dame très gentille qui avait fait une déclaration l'année dernière suite aux attentats en disant qu'il fallait pas aller dans le sens de la guerre civile et que les musulmans et l'islam n'avaient rien à voir avec ces attentats. Cette dame je voulais la Daniel. saluer, elle s'appelle Daniel, j'ai oublié le nom de famille. Daniel, je sais plus. Et je voulais la remercier. Donc le contraste entre cette dame-là qui montre la grandeur d'un pays comme la France et sa culture et ces dirigeants stupides qui foutent la merde dans le monde. Alors juste en un mot et pour finir messieurs, demain c'est les élections aux États-Unis, élections importantes quand même. Votre pronostic, Yasser? Franchement, je suis toujours partagé. Bon, apparemment, il y a Clinton qui a repris sa légère avance. Mais bon, pour moi, franchement, c'est entre l'un et l'autre, il n'y a aucune différence. Vraiment, il y a rien qui change. Par contre, vous avez suivi quand même cette affaire du FBI finalement qui renonce à l'enquête. Qu'est-ce que je t'avais dit qui renonce, et de toute façon, Trump qui gagne ou pas, il a pas fini la partie. Donc de toute façon, même s'il perd, on va encore l'entendre pendant très longtemps. Donc là-dessus, ça serait oublier la teigne que c'est. Mais en même temps, il arrive ou Trump alors? Il arrive ou Trump? Moi, je pense qu'il devrait l'emporter normalement, mais ce qui ne garantit rien de bon pour personne, ni aux États-Unis, ni ici. Alors, si c'est Hillary, visiblement, il faut s'attendre à 4 ans si elle est élue une fois, et 8 ans si elle est élue 2 fois, de guerre. Exactement, c'est de l'interventionnisme pur et dur. Il ne faut pas oublier que tu parlais de drones, et Hillary Clinton faisait tuer les gens par drone avec son BlackBerry, à cliquer, envoie, et c'est bon, quoi. Et une personne à l'autre bout du monde où sa famille se faisait tuer. Et voilà qui on a affaire. Et pour Hillary Clinton, une bonne élection, c'est une élection truquée. Comme elle l'a dit justement, elle s'était même excusée. Elle a dit dommage qu'on n'ait pas truqué les élections palestiniennes. Quoi? Elle l'a dit. Ah, ça j'ai pas entendu par contre. Ouais. Ah oui, bon. Ousmane, Hillary ou Trump? J'en suis hilar. Oh, le jeu de mots. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, il y a certains ont entendu mon débat avec Asselineau. Donc au passage, on m'a dit que j'étais virulent envers lui. Et, agressif. Agressif. Bah vous avez encore rien vu. Ça c'est pas de l'agressivité. C'est que quand à un moment donné on pose des questions à un homme politique, s'il est pas capable de répondre et qu'il perd son calme jusqu'à me faire signe qu'il va me tordre le cou, parce que c'est ça que les gens voyaient pas. Le mec il fait signe genre je vais me tordre le cou. C'est quoi cette affaire? Enfin bref. Mais je ferme cette parenthèse là. Il s'agit pas d'être agressif ou pas. Il s'agit à un moment donné de dire à nos hommes politiques d'être à la hauteur des enjeux et donc d'aller au bout de leur projet. Mais pour revenir, moi je pense que c'est Hillary qui gagnera. Mais comme je l'ai dit, c'est demander à choisir entre les ténèbres et la nuit. La nuit, c'est plus poétique, quoi. Islam. Mais il fait quand même noir. Islam. Ouais, je pense aussi que ça sera Hillary. Parce que Trump a été trop, peut-être justement virulent sur certains propos. Il a été trop odieux même. Voilà, exactement. Donc et ça, je pense que ça a signé son arrêt de mort. Donc de manière, après, moi, j'ai pas d'avis sur les deux. Moi. Réponse mercredi matin, si tout va bien. Si tout va bien, parce qu'on se souvient en 2001, je crois. 2000. En 2000 avec George Bush et... Ça va durer longtemps cette affaire, vous vous rappelez. Merci à tous. Yasser Wati, Ousmane Timera, Islam Seili. À bientôt. Merci. Bonne soirée. 18h04, super en retard, mais bon, c'est pour la bonne cause, que voulez-vous. Le rappel de l'actualité avant de retrouver Amar dans un instant pour l'éphéméride. Marine Garel. Bonsoir Marine.